Bonsoir, nous sommes le 9 janvier, il est 19h à Paris. Bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré me trouver dans un pays comportant beaucoup de soleil et de bonne bouffe et très peu de réseau internet quand on y part muni de son forfait français. Ce n'était pas pour me déplaire d'enfin oublier algorithmes, politiciens grotesques, décès et naissance d'ambiance, planète qui brûle et petitesse. Cette semaine, j'ai détesté car il a bien fallu rentrer. Que dis-je, j'ai haï entendre Mark Zuckerberg, patron de Meta, qui regroupe tout simplement WhatsApp, Facebook et Instagram, faire son mea culpa pour avoir protégé jusqu'ici les minorités et l'ordre global, et a promis que son réseau social se rapprocherait désormais plus de X, feu Twitter, en permettant au nom de la sacro-sainte liberté d'expression chère à Donald Trump, mais aussi à tous les gens de son espèce à travers le monde, de dire absolument n'importe quoi, peu importe que cela soit légal ou moral. Cette semaine, j'ai découvert avec plaisir plusieurs ouvrages et parcours, car vous allez le voir, ceux qui m'entourent ce soir sont des plus divers et passionnants. Cette semaine, enfin, j'ai écouté en boucle de la synth-pop, car vous le savez bien si vous avez la joie d'avoir accès à mes playlists. Je raffole absolument de la nostalgie confortable dans laquelle elle ne manque jamais de me plonger. Je me fais des rewinds en ce moment, des retours en arrière, et plus ma trentaine s'approche à très grands pas, et plus je repense à ma vingtaine dans son entièreté, et à tout ce que j'y ai vécu, aimé, détesté, et que j'y laisserai. Je vois ces années qui passent comme autant de débuts et d'occasions d'expérimenter la vie d'une nouvelle façon. Alors comment prend-on les décisions de changer ? Les résolutions sont-elles tenables ? Viennent-elles du cœur ou de la raison ? Faut-il écouter les autres ? Comment rendre efficaces les bonnes résolutions ? Quelles sont celles qui ont changé les vies de ceux et celles qui m'entourent ? Je vous les présente tout de suite. À mes côtés, Rim Battal. Rim, bonsoir. Poétesse et écrivaine après des études de journalisme, tu as publié de nombreux recueils. Alors on a 20 poèmes et des poussières chez Lanskin, L'eau du bain, Les quatrains de l'All Inclusive ou encore X et XC chez le Castor Astral, faisant de toi l'une des figures d'une nouvelle génération de poètes. Et tu présentes désormais ton premier roman, Je me regarderai dans les yeux, paru ce mardi 7 janvier chez Bayard. Un récit de révolte et rébellion qui flirte avec ton histoire de jeune natif de Casablanca vivant désormais à Paris. Est-ce que c'est un livre autobiographique ? Ah, c'est toujours la grande question. Alors, il est inspiré de faits réels, forcément, mais avec une grande part de fiction et de mensonges. Mais je m'identifie quand même pas mal à ma narratrice, à qui j'ai donné mon nom et mon prénom dans l'histoire même. Et dans ce livre, Je me regarderai dans les yeux, qu'est-ce que tu as souhaité raconter ? Alors, il s'agit de l'histoire d'une adolescente qui vit chez ses parents, que c'est une adolescente sans histoire, et qui explore un petit peu, essaye de repousser les limites du cadre. Donc, elle fume une cigarette à la fenêtre de sa chambre comme geste de transgression, somme toute assez banale. Mais lorsque sa mère le découvre, une scène de grande violence s'ensuit qui oblige la jeune fille à fuguer, à partir de chez elle. Et c'est là qu'on la suit dans une longue fuite où elle découvre petit à petit la vérité des personnes qui l'entourent, des adultes qui sont censés la protéger, mais qui sont empêtrés dans leurs contradictions, dans leur volonté d'être moderne, mais avec ces traditions, etc., qui pèsent sur absolument les épaules de tout le monde. Voilà, avec une fin, je ne vais pas vous spoiler, on peut en parler plus tard. En tout cas, ce livre paru aux éditions chez Bayard ce mardi 7 janvier. C'est Je me regarderai dans les yeux. Bienvenue, Rim Battal, sur ce plateau. Anna. À nos côtés également, Lou Rilag. Tu es aventurier, tu explores la planète et tous ses biotopes, c'est-à-dire ses environnements, seul ou accompagné, repoussant toujours plus loin les limites de l'être humain, à travers les défis que tu t'imposes, dans les cercles polaires, dans des forêts inhospitalières, au beau milieu des océans jusqu'au fin fond des déserts. Et tu présentes l'émission The Island sur M6, dont le premier épisode a été diffusé ce mardi 7 janvier. Est-ce que tu veux nous en parler ? Bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Oui, la présentation, c'est une nouvelle casquette que j'ai cette année. C'est un métier qui est vraiment
pas simple, on va pas se mentir. On a un prod dans l'oreillette qui nous parle toutes les 5 minutes. On a des textes à apprendre quand on n'est pas acteur ou des gens littéraires, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'était une super expérience. C'est un relancement d'émission, puisque cette émission a existé il y a plus de 6 ans. Elle a été orchestrée toujours par M6 et présentée par mon prédécesseur Mike Horn. Et c'est un peu une suite logique, puisqu'il a fait la préface de mon premier livre, Mike. Et cette année, je reprends le flambeau de l'émission, une émission assez puriste finalement. Même si les participants ont cru que c'était de la télé-réalité, ça a assez rapidement tourné à la difficulté. Et sur M6 également sera diffusé le 28 janvier un film documentant ta traversée du plus grand désert de sel avec tes filles de 7 et 9 ans. Ouais. Et tu te prépares également, puisqu'il est très important de ne pas trop se reposer quand même, tu te prépares également pour février à participer à la Yukon Arctic Place, une course de 600 km dans des conditions très extrêmes. Alors merci Laurie d'avoir accepté de venir souffler quelques heures sur ce plateau. Avec plaisir. Et bienvenue. Merci beaucoup. À tes côtés, Ophélia Kolb. Tu es actrice connue pour de nombreux rôles dans des séries télévisées comme Tapis 10%, La Petite Histoire de France, Pamela Rose ou encore Cat's Eyes. Mais tu as aussi eu le rôle titre dans le film suisse Les Courageux de Jasmine Gordon et comédienne de théâtre également. Tu as été nommée plusieurs fois aux Molières, emportant la victoire en 2019 pour ton rôle dans La Ménagerie de Verre. Ce soir, dès 21h10, donc il va falloir se dépêcher, vous, derrière vos transistors, d'éteindre la radio pour passer à la télé. Tu seras sur TF1 pour la saison 2 de la série policière Panda, dans laquelle tu tiens le rôle principal aux côtés de Julien Doré, ton binôme. Qui est ton personnage, Lola ? Lola, c'est une flic qui est très fonceuse et qui a pas d'amis. Ses seuls amis, c'est les gens avec qui elle travaille. Et qui vit une histoire un peu particulière avec Panda, qui est un ancien flic qui est revenu, donc en saison 1, qui est redevenu flic, mais qui veut travailler sans armes, sans voiture, sans violence, et faire tout par l'instinct et par l'émotion, qui a une approche différente, en tout cas, du travail de flic. Et donc, un Lola, peu plus chill et moins cadré. Ouais, voilà. Et donc, elle va apprendre auprès de lui un peu, ils vont se compléter l'un l'autre pour réussir à enquêter, des enquêtes plutôt rigolotes. Eh bien, merci Ophélia d'être ce soir avec nous. Alors, cette soirée importante où, on le redit, on pourra te retrouver sur TF1 10 minutes après la fin de cet enregistrement pour le début de la saison 2 de la série policière Panda. Bienvenue. Et enfin, pour compléter ce plateau, Philippe Besson, entre bien d'autres carrières et engagements, tu es l'auteur d'une vingtaine de romans pour lesquels tu as gagné de nombreux prix et été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Rien que ça. Donc des romans dont Son frère, adapté au cinéma par Patrice Chéreau, L'arrière-saison, Grand Prix RTL Lire, Arrête avec tes mensonges, Prix Maison de la Presse, adapté au cinéma par Olivier Payon, Le dernier enfant, Paris-Briançon, ou encore Ceci n'est pas un fait divers, qui traite de la douloureuse question des féminicides. Et ton dernier paru, le 2 janvier, n'est pas léger non plus. Il s'appelle « Vous parlez de mon fils » et est un douloureux plaidoyer contre la méchanceté et la lâcheté des enfants et des adultes, et surtout le harcèlement scolaire, à travers le récit de l'organisation d'une marche blanche en hommage à l'une de ses victimes et donc à tout ce qui s'est passé pour arriver jusqu'à son décès et cette marche blanche. Pourquoi avoir choisi de traiter ce thème ? Sans doute parce que l'actualité, elle vient nous blesser tous, nous heurter régulièrement, et qu'il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on nous rapporte des faits de harcèlement, il n'y a pas un mois qui s'écoule sans qu'on voit s'organiser des marches blanches en hommage à des adolescents ou des adolescentes qui se sont donné la mort. Et donc, un écrivain, c'est pas en dehors du monde, ça prend les choses de la même manière. Donc, on écrit sur ce qui nous entoure. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais justement des proches dont je ne soupçonnais pas qu'eux-mêmes ils avaient été victimes de harcèlement ou que leurs enfants l'était aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à écouter des témoignages qui m'ont édifié, parce que moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. J'entends, je prends, j'écoute ce qui se passe autour de moi, et puis
me traverse et puis je me dis il y a quelque chose à raconter sans doute autour de ça et peut-être à trouver une forme d'utilité dans le message. Et puis ça m'a ramené évidemment à ma propre adolescence parce que voilà, j'ai eu 14 ans comme tout le monde au collège et la première fois que j'ai entendu le mot PD, c'était dans une cour de récréation et le mot m'était adressé à moi. Après, il y a eu Tantous, Tarlouse et tout le reste. Bon. Et Solution lexicale. Voilà, c'est assez pauvre, mais c'est bon. Et l'idée, c'était ça, c'était de se souvenir aussi de ce temps de violence subie, de moquerie au début, d'insultes, d'injures ensuite, de torture psychologique et de mise à l'écart et de bannissement, parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, et au fond d'atteinte à la dignité. Et je me suis dit, il faut raconter quelque chose autour de ça. Et j'ai voulu trouver la voix d'un père, parce que souvent, en fait, l'histoire, elle est racontée soit du point de vue des enfants, ce qui est logique et légitime, ou du point de vue de la mère, parce que les mères sont comme des louves qui partent au combat. Et les pères sont souvent des personnages en retrait. Enfin, on ne les voit pas apparaître dans ça. Et donc, je me suis intéressé à eux. Et j'ai voulu comprendre qui pouvait être ce père qui a l'impression d'avoir merdé, parce qu'en gros, il se dit... Mon job, c'était de défendre mon fils et j'y suis pas arrivé puisqu'il est mort. Et donc, c'est comment on fait quand on est traversé par ça, par ce chagrin évidemment absolu et indépassable d'avoir perdu un enfant, cette folie pure d'avoir perdu un enfant, mais aussi la culpabilité, la colère. Voilà. Et donc, c'est un livre traversé par ça, par ce chagrin, cette culpabilité, cette colère à travers le témoignage du père. C'est vrai qu'à nouveau, c'est très intéressant parce qu'on le voit, cette mère dans ce livre est une louve, Juliette. Oui. Et le père, effectivement, il fait face à des sentiments ambivalents où il se dit, et si j'avais fait ça, et si j'avais empêché ma compagne de faire ça, et si en même temps, enfin, c'est... Oui, et même l'ambivalence, elle va plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, quand il apprend la première fois que son fils s'est fait bousculer dans la cour du collège, il a tendance à minimiser ça. Il dit, bon, d'abord, ça arrive tout le temps, on s'est tous fait bousculer dans une cour de collège, ce qui est vrai d'ailleurs, en l'occurrence. Mais donc, et puis parce que c'est aussi une forme d'injonction à la virilité chez son fils, en disant, il est un peu fragile, mon fils, il est un peu efféminé, donc s'il commence à se cogner dans la cour de récréation, c'est pas si mal. Donc, au fond, il regarde les choses en se disant, bon, ça va aller, ça va le faire. Alors que la mère, d'emblée, elle prend presque la mesure de l'ampleur du désastre. Et donc, il y a ça aussi qui se joue dans le couple. C'est comment, tout d'un coup, ils regardent ce qui arrive, cette violence subie par leur fils, pas tout à fait de la même manière, même si le couple restera soudé, mais en tout cas, lui est toujours dans une sorte d'effet retard. Ouais. Et c'est toujours un peu difficile, la place des pères dans cette histoire-là. De la même manière, j'ai remarqué ça dans les marches blanches, et c'est compréhensible, c'est toujours la mère qui prend la parole. Et parce que c'est ce qu'on attend, nous. On ne trouverait pas normal, en fait, que ce ne soit pas la mère qui parle. On trouverait que c'est une mère qui déchoit de son rôle de mère si elle ne prenait pas la parole. Et derrière, vous avez le père qui dit rien. Et ça m'intéressait d'essayer de comprendre ce binôme-là, parce qu'au fond, le chagrin, il est en partage. Ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu tous les deux. Et ils sont tous les deux par terre. Et donc, voilà, j'ai essayé de comprendre qui il était face à ce désastre, ce fléau du harcèlement scolaire. Mais c'est vrai que c'est un angle auquel je n'avais pas pensé sur ton livre. On va pouvoir y revenir de toute façon au fil de l'émission. Mais c'est vrai que ce jeune garçon, Hugo, en fait, meurt à cause d'un harcèlement basé sur les questions des normes, en fait, de virilité, de masculinité et tout. Et jusque dans cette marche blanche, on trouve la mère qui doit être la mère, qui est un peu le pilier de la famille, et face au père qui est taiseux, parce qu'un homme doit être taiseux et discret. Oui. Mais je pense qu'on va avoir une discussion passionnante ce soir avec mes invités, la poétesse et écrivaine Rim Vattal, l'explorateur, aventurier Laurie Lag, l'actrice et comédienne Ophélia Kolb, et l'auteur Philippe Besson, avec qui donc je viens d'échanger pour parler ce soir des bonnes résolutions, des changements, de comment est-ce qu'on décide de nouvelles directions dans sa vie. Tout de suite, c'est Donna Summer sur Move Coded V Magic. Et comme vous avez pu l'entendre, j'ai décidé en cette nouvelle année d'avoir un accent anglais, ma foi, de plus en plus personnel. J'espère qu'il vous plaît. Nous allons parler ce soir, vous l'avez entendu dans l'introduction, que je l'espère vous avez écouté parce qu'on a beaucoup discuté, sinon vous irez l'entendre en replay avec mes invités, l'actrice comédienne Ophélia Kolb, l'explorateur aventurier Laurie Lag, la poétesse et écrivaine Rim Vattal et l'auteur, entre beaucoup d'autres choses, parce qu'on ne va pas détailler ta biographie maintenant, Philippe Besson. Alors voilà, on est en début d'année, c'est l'heure un peu des bonnes résolutions. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions, vous, pour 2025 ? Ben non, parce qu'on sait qu'on ne les tiendra pas, donc ça ne sert à rien de... C'est vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant de se dire que les bonnes résolutions, c'est pas toujours un point donné de l'année. Moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, je trouve ça un peu redondant de se dire à chaque fois... On entame une nouvelle année, il faut avoir des bonnes résolutions qui vont disparaître dans 15 jours, alors que finalement, il y a tout le reste de l'année pour faire des belles choses et tenir aussi.
Mais on va se la jouer en parlant de TF1, sur laquelle, on le rappelle, ta série est diffusée dans maintenant 1h50, Panda sur TF1. On va la jouer un peu, comment ça s'appelle ? Attention à la marche, l'émission de Jean-Luc Reichmann de l'époque. Quel est le pourcentage de Français, selon vous, qui prend des bonnes résolutions chaque début d'année ? Ça doit être élevé, je suis Ah sûr. oui, non 70, 70%. Moi, je dirais 80 même. Ouais. Et Non combien les tiennes ? 2. Et c'est Libération ce matin qui sort un papier Ça va être signé peu. par le philosophe Guillaume van der Weyde. Combien de résolutions tiennent, si l'on en croit les sondages ? Presque 90% de la population prend des bonnes résolutions d'après un sondage Oui. CAPA sorti en 2023, mais seuls 6% les tiennent. Waouh. Ça Au-delà nous de la rassure. norme. Ça nous C'est rassure. exactement ça le ratio, ouais. Donc vous, les bonnes résolutions, pas en début d'année en tout cas. À quel autre moment on peut en prendre des bonnes résolutions, des Justement, décisions ? on prend des bonnes résolutions une fois qu'on a fait une bêtise, non ? Enfin, moi, dans l'année, quand je fais des choses qui vont pas ou je vois qu'il y a un truc qui Pas va mal. pas, hop, bonne résolution Tout à fait. pour changer le truc. Pour ma part, c'est un peu différent en fait. J'arrive pas à me voir, en tout cas, j'arrive pas à considérer ce changement d'année comme un moment important de l'année en fait. Ouais. Je pense que c'est l'héritage très scolaire de toutes ces années scolaires qu'on a carrément. vécues. Et pour moi, l'année, elle commence vraiment en septembre Ouais. et elle se termine en juin. Ouais, moi, Donc pareil. vraiment, juin, c'est le moment des bilans. Et donc, je le vis avec une pression folle. Je pars en vacances. Je m'arrange toujours pour avoir 2 mois de vacances. Et septembre, j'ai la pression du début. Et c'est à ce moment-là que je prends vraiment des bonnes résolutions. Et je me dis, voilà, je m'organise comme ça. J'ai un petit document sur mon ordi qui s'appelle feuille de route. Et à chaque fois avec l'année 2024, 2025, etc. Très Où je organisé. note tout ce que j'ai envie de faire. Oui, j'ai une petite obsession pour les listes. J'ai plein de listes avec plein de choses C'est différentes. pareil. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que les choses se passent pour moi. Là, c'est un peu anecdotique de changer d'année en décembre, mais je sais que ça a du sens pour pas mal de personnes. J'ai beaucoup d'amis qui ont réussi à arrêter de fumer, par exemple, en prenant la bonne résolution le soir du Nouvel An. En fait, on fume la dernière clope ensemble, on fait le compte à rebours, on l'écrase et terminé Waouh. après. Ouais. Bravo. Ils tiennent Ah oui, Non. c'est ça. Très Qui ont sociétal, ça. tenu, qui ont tenu. Même, ils ont réussi à tenir Et on- pendant la soirée, c'est-à-dire qu'ils ont commencé la soirée en fumant et ils la terminent en ne Oui, fumant pas. oui, Après, et on c'est est le 7, incroyable. là, non, on est combien ? C'est assez... Ouais, on est C'est neuf. à peine 10 jours, là. Pour l'instant, ça tient le coup. Mais le tout premier numéro de Tunnel qui a commencé il y a 1 an et demi, c'était une émission sur les bilans. Je trouvais ça rigolo de commencer en parlant des bilans. J'étais entourée de mes amis, les garçons de Terre Noire et Nesrine Slaoui. Et en fait, on avait discuté d'à quel moment justement on faisait ces bilans et ces conclusions et donc ces bonnes résolutions. Et il y a un peu 3 écoles. Il y a effectivement la rentrée de septembre, il y a le Nouvel An et il y a aussi l'anniversaire. Où ça peut mettre des petits Ah coups de oui. semonce, Ouais, tu vois. ouais. Donc voilà, vous êtes plutôt quel... Moi, je suis contre ces idées de date, d'anniversaire, de Noël, tout ça, ça me fait un peu chier, je dois l'avouer. Je pars du principe que si tu as vraiment envie de faire quelque chose, il faut le faire quand on a envie, que ce soit un cadeau, que ce soit passer du temps avec une personne que tu aimes, et pas spécialement devoir attendre un moment bien donné qui reste historique et qui n'est pas spécialement ma croyance. Donc moi, je vis plutôt à l'instinct. Je dirais que... je me mets beaucoup de défis, même dans la vie de tous les jours, mais par contre, j'attends pas spécialement une date bien définie pour entamer ce fameux processus de se dire qu'il faut le respecter. Et Ophélia, tu l'as effleuré justement en anticipant l'une de mes questions. Est-ce que parfois les bonnes résolutions, plutôt que par des dates charnières, peuvent pas être déclenchées par des événements ? Laurie, je me tourne vers toi, par des moments un peu où il faut survivre en fait, parce que c'est compliqué. Bon, on a des éléments dans la vie, je pense, ou des moments de vie qui sont durs et qui naturellement nous poussent à nous poser des questions et nous poussent à réfléchir différemment. Et je pense qu'ils sont déjà assez nombreux pour la plupart des personnes, que ce soit la vie qui suit son cours, l'éducation, que ce soit le travail. Il y a déjà 1 milliard de questions, je pense, qu'on peut se poser et sur lesquelles on peut rebondir, qui sont des difficultés, pour en plus devoir s'embêter à se dire, ah, mais il y a en plus cette date. Mais oui, la survie, moi, je le vois comme ça. Je trouve que, c'est ce que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'il y a forcément un moment donné où on n'a plus le choix, et c'est cette difficulté que je vais aller chercher. Et j'essaye de le retranscrire aussi dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, de me dire que voilà, procrastiner, c'est pas toujours la meilleure des solutions.
Et tant que je peux le faire et que je suis en capacité de mener à bien une action ou de faire quelque chose pour changer, j'ai envie de le faire sur cet instant. À partir de quel moment, toi, tu as décidé de te lancer justement dans des aventures aux quatre coins du globe, dans des conditions très extrêmes? Mais moi, j'ai un parcours de vie très cabossé. Donc, j'ai été un enfant maltraité. J'étais un enfant battu. À 14 ans, c'était la grosse rébellion. À 17 ans, je quitte le foyer familial. À 20 ans, je suis en détention. J'ai 5 ans, 5 ans d'interdiction de quitter le territoire. Donc, à 25 ans, je n'ai jamais pris en avion. Ce qui fait que c'est quand même long. Au niveau de cette liberté-là, de vouloir arpenter le monde et qui m'a créé une forme de carence, clairement, avec un fond de revanche, de me dire le jour où je peux partir, je vais partir à l'autre bout du monde. Je ne savais pas vraiment où j'avais envie d'aller, mais je suis parti à l'autre bout du monde le plus loin possible. Je suis arrivé aux États-Unis. Et puis, c'est censé être les premières appréciations du voyage en sac à dos, le backpack, le fameux. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il m'est arrivé beaucoup de mésaventures, mais qui sont une suite un petit peu logique de mon parcours de vie assez extrême. Et de fait, j'ai jamais vraiment encore connu l'hôtel, piscine, rooftop, cocktail tranquille. Je suis passé à une étape un peu d'aventure qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a donné une appréciation de la liberté, qui m'a fait énormément de bien sur je peux être qui je veux, où je veux, quand je veux, rencontrer des nouvelles communautés, parler n'importe quelle langue, ça c'était extraordinaire. Et puis quand je suis rentré en France, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de rentrer dans le droit chemin, j'ai essayé de monter des entreprises, j'ai fait plein de choses qui ont marché avec des casquettes différentes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais de nouveau enfermé d'une autre manière dans une société qui me déplaisait. Et j'ai décidé de tout rebâtir en repartant de zéro et de me fabriquer dans ce monde d'aventure où aujourd'hui je relève des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées du monde. Et c'est quelque chose qui me convient parce que finalement, ça englobe beaucoup de choses que j'aime. L'éducation, l'écologie, le dépassement de soi, le sport, l'entrepreneuriat. Et du coup, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai commencé à partir avec les premiers voyages et que je me suis vraiment dirigé. Ça fait 10 ans que je fais ça professionnellement et que je gagne ma vie avec ce métier. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis à passer à une autre étape de ma vie, à faire de la présentation à la télé ou à écrire des livres, à faire des films. Et ce qui en sort une nouvelle forme d'expression aussi. Et voilà, après un parcours de vie atypique. Et à aider les gens aussi à travers des conférences, des prises de parole, à avoir des déclics qui eux-mêmes peuvent bouger un peu leur vie. Comme il m'a manqué beaucoup de choses dans mon éducation, en fait, dans son parcours de parent, puisque je suis devenu parent par la suite et tout, on a toujours un petit peu deux opportunités qui s'offrent à nous, c'est avoir le schéma un petit peu similaire ou faire l'opposé. Moi, j'ai essayé d'être dans un entre-deux, et dans cet entre-deux, il y avait aussi tout ce que j'avais pas eu dans mon parcours où il a fallu se fabriquer. C'est vrai que j'ai attendu pendant de nombreuses années que quelqu'un me tende la main, et ça n'est jamais arrivé, et donc il a fallu se construire quand même. Et j'ai mené plein de sujets qui me touchaient, et c'est passé par effectivement guider une personne qui était devenue tétraplégique. Je l'ai emmené voyager aux quatre coins du monde pendant 2 ans. J'ai mené des aventures avec mes enfants, et puis après, il y a une part d'égoïsme qui fait que je fais beaucoup de choses quand même pour moi. Et c'est en me remplissant, en me nourrissant que je suis une meilleure personne quand moi je suis dans l'écosystème qui paraît le quotidien de tout le monde, mais qui pour moi est une véritable survie. Non, mais il y a un truc lié quand même au partage. Tu parles de ce monsieur de Martin Petit qui est devenu tétraplégique suite à un accident et avec qui tu as pu vivre des aventures extrêmes. Avec tes filles aussi, on le rappelle, donc ça fait l'objet d'un documentaire. Il y a quand même une volonté de partager. Oui, en fait, moi, comme j'ai pas été doué à l'école, tout le monde l'a compris, j'ai pas le brevet des collèges. Je crois que j'ai été rentré en pré-apprentissage à 14 ans. C'est quand même assez jeune. Ce qui fait que j'ai eu aussi envie d'éduquer mes enfants avec quelque chose d'autre que l'éducation nationale. Et même si j'ai beaucoup de respect pour cette forme d'éducation, je trouve que c'est quand même assez passionnant de faire découvrir à ses enfants l'orientation, pourquoi à 3700 mètres d'altitude il fait froid, pourquoi on va manquer d'oxygène à cet endroit-là. Et je trouve qu'il y a une école de la vie qui est quand même assez extraordinaire, sans tomber non plus dans une forme d'anarchie, où on peut inculquer des valeurs très belles, en tout cas qui moi me sont chères à ses enfants, au travers d'aventures extraordinaires. Et c'est ce qu'on a fait dans cette dernière mission, et on a essayé de le raconter le plus naturellement possible,
Et finalement, ça traite de sujets assez normaux. Mon père est décédé en 2023, donc ça traitait du deuil, les filles qui devaient s'exprimer à travers un deuil, à travers une expédition. Et voilà, et ça s'est très, très, très bien passé. C'était assez extraordinaire et assez impressionnant, puisqu'on a eu des problématiques. Voilà, la réverbération du soleil a cramé un petit peu les joues des filles. Donc je me suis fait un petit peu taper dessus sur les réseaux sociaux. Mais les filles en retiennent un superbe souvenir et on en a fait un très très beau documentaire. Et c'est à découvrir le 28 janvier au soir sur M6. Ophélia, toi, est-ce que tu te reconnais dans cette idée? Alors sans forcément que ça se passe aux quatre coins du monde ou dans des conditions extrêmes, mais est-ce que tu te reconnais dans cette idée du changement en fait, qui va advenir plus que par des dates décidées avec raison, par des soubresauts en fait, qui vont être créés par la vie? Ah oui, moi c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est plus une erreur apporte un changement, ou alors quand on a l'impression de s'être trompé de direction, hop, reprendre une autre direction et avoir le déclic comme ça de pouvoir changer à n'importe quelle date, à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel, oui, sans besoin d'avoir des dates anniversaires. Moi je suis pas trop, je fête pas Noël, je fête pas mes anniversaires, voilà, je suis juste... donc voilà, c'est pas du tout la même, on n'a pas du tout la même vie, mais je veux dire, j'ai pas de date anniversaire comme ça pour changer des choses, non. C'est plus quand je me rends compte que quelque chose ne va pas, en fait, tout simplement, que je cherche à la changer le mieux possible, le plus vite possible. Tu as des exemples de décisions vraiment fortes que tu aies prises et auxquelles tu te sois tenu, comme 6% des gens qui prennent une bonne résolution? Est-ce que j'ai des exemples là qui pourraient me venir? Oui, par exemple, j'avais complètement abandonné le sport et il y a pas si longtemps que ça, et je me suis remise à faire du sport d'une manière beaucoup plus quotidienne. Bien Et sûr. ça a changé énormément de choses dans ma vie sans que je m'y attende. En fait, je pensais que ça allait ce que je faisais, et que ma santé irait, etc. Donc, j'ai pas eu de problème de santé particulier par rapport au sport, mais je sens vraiment la différence avec un entraînement physique quotidien, avec quelque chose de... Et puis même sur la santé mentale, et sur tout ce que ça apporte, sur la décontraction que ça m'a apporté. Je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, et je sais que ça m'a apaisé, en tout cas, beaucoup, entre autres choses. Puis en tant qu'actrice, notamment comédienne au théâtre, il y a quand même vachement la notion de devoir occuper l'espace, etc. Est-ce que via le sport, t'as pas aussi une espèce de reconnexion avec ton corps où tu te sens mieux l'habiter Ah ouais, et qui du coup t'aide toi dans ta profession? Ah oui, complètement. Mieux l'habiter, mieux l'assumer, mieux le connaître même. Et puis essayer de repousser mes limites aussi, qui sont pas du tout aussi énormes que les tiennes. Et ne jamais dire jamais. Hein. Qui sait? Mais mes petites limites à moi, On a en tous tout nos cas. propres défis. Hein. Oui, voilà. Mais en tout cas, j'arrive à dépasser mes petites limites à moi. Et rien que ça crée la fierté. On est plus fiers, et donc je pense que même le corps sur scène est plus présent peut-être. En tout cas, il se passe des choses depuis que j'ai repris le sport d'une manière plus quotidienne. Je me tourne vers les deux auteurs, écrivains de cette tablée, avec une question presque un peu philo. Est-ce que le changement est toujours un choix pour vous ou parfois une obligation? Philippe? C'est forcément un peu les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'on décide, il y a des choses qu'on décide de faire, et des choses que la vie nous impose. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai décidé de devenir écrivain. J'ai décidé un jour que ce serait ma vie. J'ai abandonné tout ce que je faisais avant. J'étais entré dans une vie très normée, très prévisible. J'avais un métier très bien payé, C'est ça, etc. c'est très cadré en plus. Très cadré. J'avais fait des études très brillantes qui faisaient la fierté de mes parents, etc. Tout ça. Je travaillais. La vie avançait. On voyait ce que ça serait jusqu'au bout. Et puis un jour, il y a eu l'envie de rompre, justement, et l'envie de raconter des histoires et de les écrire. Et donc, j'ai changé radicalement de vie à l'âge de 30 ans pour devenir écrivain, et ça fait maintenant 25 ans que ça dure, donc voilà. Et je m'y suis trouvé moi-même. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais passé de... Avant, c'était quelque chose que je faisais, et puis tout d'un coup, c'était quelque chose que j'étais. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais trouvé une forme d'identité, et comme si j'étais au plus près de celui ou de la personne que je voulais être. Avant, je faisais quelque chose, je crois que je le faisais bien, et j'étais pas malheureux dans ce que je faisais, en l'occurrence, mais je faisais quelque chose. Puis après, c'était être. C'était trouver une forme, d'identité, de colonne vertébrale, de truc où c'est moi, au plus près de moi, voilà. Donc ça, je l'ai décidé, et c'était une rupture assez violente, parce que c'était rompre avec un certain confort, c'était aller vers une forme de
de trucs très solitaires, puisque l'écriture, c'est l'exercice quand même le plus solitaire qui soit, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, après, c'est une solitude choisie et c'est une solitude féconde. Quand on écrit, on finit par faire quelque chose. Donc, à la fin, ça produit quelque chose dont on est heureux. Mais enfin, on est quand même tout seul. Et c'est en plus, cette solitude, elle était aggravée, si je puis dire, par le fait que c'est presque, en tout cas pour moi, impossible à partager. Par exemple, je n'arrive pas à partager ça avec l'homme avec lequel je vis. Je ne peux pas lui dire au moment où j'écris les livres ce que j'écris. Il faut que ça reste qu'avec moi. Donc c'est vraiment un truc de solitude très fort. Donc il y a ça, il faut avoir une sorte de vie intérieure assez puissante. Bon. Donc ça, je l'ai décidé. Mais après, il y a toutes des choses qui ont été établies dans ma jeunesse auxquelles je n'ai jamais pu échapper. Alors, mon éducation, bien sûr, comme tout le monde, mais au-delà de ça, et c'est mes livres, en fait, qui m'ont permis de m'en rendre compte. Il se trouve que moi, les hasards de la vie, les hasards, j'ai rien décidé du tout, mais ont fait que j'appartiens à une génération et à une sexualité où, autour de moi, il y a eu beaucoup de morts. Moi, j'ai une jeunesse jonchée de cadavres. Oui, la génération dans les années 80, 90. C'est beaucoup parti. Donc moi, j'ai beaucoup d'amis ou d'amoureux qui ont eu 20 ans et qui n'en ont jamais eu 25. C'est juste parce que c'est tombé à ce moment-là. Voilà, je suis né à ce moment-là. Bon, très bien. Je ne suis pour rien, c'est comme ça. Sauf que du coup, c'est un truc à quoi vous n'êtes pas préparé du tout. Tu n'as pas l'idée que quand tu as 20 ans, les gens qui ont 20 ans n'en auront jamais 25 et que tu vas devoir apprendre la disparition. Tu vois, tu peux te résoudre à la disparition de ta grand-mère, de ton arrière-grand-père, je sais pas quoi, du cycle de la vie normale, mais tu peux pas te résoudre et en tout cas accepter l'idée que des gens que tu fréquentes, qui sont là, sont plus là du jour au lendemain. Et moi, cette question de l'absence et de la disparition, elle me hante. Et en fait, je n'écris que sur cela depuis. Et tu vois, et en fait, j'ai tellement vécu avec des disparus que le geste d'écrire, c'était une façon de dire je vais leur parler en fait, parce qu'il faut juste qu'ils redeviennent vivants à un moment ou à un autre, et les livres me permettent de les rendre vivants à nouveau. Tu vois, je dialogue avec eux et ils sont à nouveau présents. Ils sont pas réduits à leur absence, et surtout ils sont pas réduits à leur mort. Ils redeviennent vivants à nouveau. C'est des gens que j'ai aimés, donc je me dis c'est quand même bien de parler d'eux quand ils étaient vivants, parce qu'avant d'être plus là, ils étaient là et on a été heureux quand même. Et se souvenir du bonheur, c'est un peu de bonheur, etc. Donc voilà, mais j'ai rien décidé. C'est juste que je suis tombé à cette époque-là. Bon, ça aurait été avant, après. Il y a des gens qui ont connu la guerre. Il y a des gens chaque période, chaque époque, chaque personne est confrontée à un drame, à une situation qui te fait bifurquer. Bon, moi, c'était ça. Et donc, mais tu vis avec cette charge, avec ce bagage quand même, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et donc tu fais avec. Tu t'apprends à faire avec, à te débrouiller avec. Mais donc ça, en tout cas, je sais que je ne l'ai pas décidé, mais que ça a décidé de ma trajectoire. Je ne serais pas l'homme que je suis s'il n'y avait pas autant de cadavres, si je ne portais pas autant de cadavres. Voilà. C'est lourd. J'ai un peu plombé l'ambiance, hein, je suis désolé. On va faire un truc plus léger, si tu as des trucs à dire. Non, mais c'est intéressant quand même que tu démarres dans une carrière de juriste, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, donc dans quelque chose qui est extrêmement cadré, etc. Voilà. Et puis au final, il se passe tout ça, et c'est comme si c'était dans un espèce de petit précaré qui commence d'un coup à trembler à cause des soubresauts, dire les soubresauts de la vie, mais là carrément des tremblements de terre que font les séries de décès, effectivement, qui ont été connues à cette époque-là, et qui te forcent à dire, bon, là, comment est-ce qu'on survit au-delà même de l'enveloppe corporelle psychiquement, en les faisant rester vivants, en écrivant. Oui, c'est ça. Donc c'est un changement qui advient non pas par une volonté rationnelle où tu te dis là, je vais faire ci, je vais faire ça, ça vient en fait s'imposer à toi. Ah oui, c'était très charnel, c'était très tellurique. Il y avait un truc de cet ordre-là. Vraiment, il fallait le faire, il fallait y aller, il fallait se débarrasser d'un certain nombre de choses. Et puis, il fallait casser le cadre, en fait. Il y avait aussi ça, c'est que je pense que pendant toutes mes années d'adolescente, puis de prime jeunesse, ça me rassurait le cadre. Parce que comme je me sentais vaguement quand même un peu différent, il y avait l'idée, les rails c'est super rassurant, la sécurité c'est rassurant. Puis moi j'ai été élevé par un père instituteur qui disait tu feras des études mon fils, tu prendras l'ascenseur social. J'ai adoré mon père, j'ai aucun conflit avec lui, je n'ai eu aucun conflit avec lui, il n'est plus là. Mais il y avait cette idée de l'élévation par les études, l'affranchissement, l'émancipation par les études, l'idée d'avoir un beau travail, un beau salaire, etc. Et moi j'ai obéi à l'injonction paternelle, j'ai obéi à cette idée de la route toute tracée. Et ça m'a convenu pendant longtemps. Puis à un moment, tu comprends qu'en fait, c'est quelqu'un qui a choisi pour toi, quoi. Et que c'est pas ce que tu voulais, et qu'il faut que tu trouves ta propre voie. Et tu la trouves en jouant des épaules, en enlevant des trucs, en enlevant des oripeaux, ou en se chargeant d'émotions et de sentiments qui te conviennent. Et tu pars ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Voilà.
Avant de poursuivre cette discussion sur les résolutions, les changements, Rim, tout à l'heure, Rim Batal, tu évoquais le mois de septembre comme terrain de changement parce que c'est la rentrée. Fianso, Sofiane, a choisi, lui, le lundi. C'est lundi sur Move de Sofiane. Et ce soir, nous parlons des bonnes résolutions en ce début d'année parce que je vous rappelle, vous pouvez présenter vos vœux à votre entourage pendant tout le mois de janvier, mais vous pouvez aussi évidemment prendre de bonnes résolutions tout le mois, mais également toute l'année. Ce soir, pour parler de tous les changements que ça occasionne, ces prises de conscience et ces décisions. Nous sommes avec l'auteur Philippe Besson, avec la poétesse et écrivaine Rim Batal, l'aventurier et explorateur Loury Lag, et enfin l'actrice et comédienne Ophélia Kolb. Et je reviens sur mon papier Libération, qui est quand même sorti ce matin et qui est tombé à pic. Donc le philosophe qui l'a écrit, Guillaume van der Weyde, nous y disait ceci: sans vouloir nous l'avouer, nous connaissons tous la réponse. Donc du fait de ne pas tenir les résolutions, nous ne voulons pas tenir nos résolutions, nous disons seulement le vouloir. Pour être plus exact, nous voulons le résultat, mais pas l'effort qui y mène. C'est-à-dire à la fois la quête des ressources et à la force de renoncer. Je veux être en bonne santé, mais sans perdre mes plaisirs. Je veux une relation saine, mais sans être seule. Je veux me reconvertir, mais sans prendre de risques. Je veux écrire mon livre, mais sans entendre le « t'es absolument nul » qui est la langue des pages blanches. Je pense que vous connaissez ça vous aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes vicieux, concupiscents, paresseux, mais que renoncer à un plaisir est pratiquement impossible. Parce que le plaisir est plus que le plaisir, c'est l'architecture réelle de notre personnalité. La validation concrète et récurrente de ce que nous sommes. Aussi, l'addiction est-elle redoutable. Si nous échouons à changer, ce n'est pas facilité ou faiblesse, mais parce que les plaisirs actuels nous donnent raison. Renoncer au plaisir, c'est s'affaiblir. Nous pouvons promettre claironner, cracher par terre. Rien n'y fait. Personne ne veut se séparer de soi. Rim, je te vois hocher la tête. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, depuis tout à l'heure, j'ai envie de rebondir sur tout ce que vous avez dit. À la fois sur exploser le cadre, sur les rebondissements, sur le dépassement de soi. Et en fait, là, sur ce que tu viens de dire ou lire, Anna, au sujet du fait de abandonner ses plaisirs. Si on parle d'addiction, par exemple, moi, j'ai été confrontée, j'ai fumé des cigarettes, j'ai arrêté, etc. J'ai essayé 2-3 choses. Mais le fait de dépendre et de ne plus avoir son autonomie, de ne plus être maîtresse de mon propre désir, annule en fait tout plaisir que je peux avoir de cette addiction-là. Et du coup, je n'ai pas l'impression de me séparer de moi-même en me séparant d'une addiction, mais plutôt de me retrouver et d'être plus maîtresse de mon destin. Ça, c'est ce que je veux dire à ce sujet. Mais en revanche, en parlant de dépassement de soi, etc., c'est moi, j'ai compris et j'ai l'impression que je me suis dépassée. J'ai été une personne absolument paresseuse. Vraiment, c'est l'enfant un peu intello qui est dans sa tête, vraiment dans les nuages, toujours un peu en dissociation, un peu en décalage par rapport à tout le monde, avec mes parents qui essayaient vraiment autant bien que mal d'imposer un cadre, etc., que j'essayais toujours de dépasser, mais vraiment juste avec des petites transgressions, mais vraiment hyper paresseuse. Et en fait, en devenant mère, je me suis découvert des ressources, mais insoupçonnables, vraiment à la fois physiques et en termes d'endurance, en fait. J'ai découvert que que je pouvais faire énormément de choses sans forcément dormir, ni dormir bien plusieurs jours d'affilée, que mon corps pouvait produire des êtres humains et les nourrir avec mes seins, etc., avec du lait que je produisais moi-même, de les porter. J'ai jamais porté autant de poids qu'en étant mère de jeunes enfants, alors que je suis très petite, je fais 1m60 pour 45 kilos, en n'ayant pas fait énormément de sport. Et là, je me suis retrouvée à porter 2 enfants en même temps, avec les sacs, etc., la poussette avec un enfant dans le dos, un enfant dans la poussette, dans les escaliers du métro, etc. Et c'est après avoir dépassé cette période-là que je me suis rendu compte, et m'être reposée quand même 1 ou 2 ans en voyant ma fille grandir, que je me suis rendu compte que je pouvais faire du sport, alors qu'avant, vraiment, je tombais dans les pommes assez vite. Et c'est là que j'ai repris le sport. Mais c'était vraiment cette prise de conscience de me dire, mais en fait, tu en es capable, fais-le. Et la première fois où je suis allée dans une salle de sport, je me suis dit, mais vas-y, on va passer 15 minutes et on se casse. Et en fait, j'ai passé 1h30, la fois suivante 2 heures, et j'ai adoré. Et j'ai découvert un plaisir
plaisir qui est pas seulement parce que je veux obtenir un corps comme ci ou comme ça, mais vraiment c'est une sorte de bonheur incroyable que je ressentais à mesure que la séance de sport avançait, que je commençais à sentir tous les muscles de mon corps, à les identifier, à comprendre comment mon corps fonctionne, et puis j'avais une sorte de montée de plaisir assez incroyable. Et là, ça y est, je suis prête à tout. Là, je vais aller, je vais suivre Laurie dans ses aventures. Quand tu veux. Quand tu veux. Mais c'est marrant que tu dis ça, Rim, parce que moi j'arrive à l'âge où j'ai quand même quelques copines autour de moi qui ont des enfants et tout, et je me dis toujours, mais on n'est pas faites du même bois. Enfin, c'est pas possible. Comment c'est possible de réussir à ne pas dormir la nuit parce que l'enfant pleure et tout machin. Et en fait, elles font leur vie. Elles sont là, bah oui, c'est pas facile, mais en fait, et je me dis oui, c'est possible. Et ce que tu dis par rapport au sport, je me reconnais là-dedans parce que en 2024, j'ai vraiment eu de gros problèmes de santé divers et variés. Donc, j'ai pas fait aucun exercice physique, ce qu'il fallait dormir. Mais typiquement, tu vois, avant, j'avais pas de déter en sport. Ça veut dire que par exemple, s'il fallait faire du gainage, non, ça fait mal, c'est pas possible. Et derrière la vingtaine passe, tu vis 2-3 épreuves et t'es en mode, ok, t'as ta force mentale qui s'accroît. Ouais. Et en fait, à partir de là, je me suis mis à avoir une bien meilleure résistance physique. Parce que j'étais en mode, en fait, la douleur physique, c'est quand même pas grand-chose à côté de la douleur mentale. Exact, et du coup, tu peux, je sais pas si Ophélia, tu te reconnais dans tous les trucs qui ont été dits sur le sport. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que moi, c'est une vraie découverte. J'étais vraiment loin d'être une sportive. Est-ce que c'est une addiction ? Parce qu'on parlait d'addiction, est-ce qu'il peut y avoir des bonnes addictions ? Des addictions. Ah ouais, c'est devenu complètement addictif, mais c'est un besoin, et quand j'y vais pas, quand j'en fais pas, je me débrouille pour en faire quelque part, même si je suis pas dans le lieu dans lequel je le fais d'habitude, parce que c'est comme le corps qui demande. Et après, je suis pas du tout devenue, je suis pas du tout hyper musclée, hyper cardio et tout, hein, mais rien que le fait de pratiquer tous les jours, il y a quelque chose que le corps réclame après, et qui est très aussi essentiel que manger ou dormir. Ah ouais, mais c'est très bienfaisant pour le corps et l'esprit, vraiment, je le répète. Ouais, l'adrénaline, Laurie, c'est une addiction ? L'adrénaline est une addiction, ouais. Mais comme l'endorphine finalement. Là, je vous entends, moi, forcément, le sport fait partie de ma vie, hein, on va pas se mentir. Je m'entraîne beaucoup. Beaucoup, c'est quoi ? 12-17 heures par semaine. C'est beaucoup. Ouais, pas mal. C'est 17 heures de plus que moi déjà. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a... Voilà, je vous rejoins vraiment sur cette forme de bien-être qui peut avoir un véritable impact sur le psychologique aussi, je trouve, et après, il y a cette endorphine qui est générée, qui est une forme de satisfaction, de plaisir aussi, et qui, elle, peut être un petit peu addictive. On la retrouve dans le dépassement de soi, de mener à bien quelque chose et d'avoir ce sentiment de satisfaction. Et ça crée en fait de l'endorphine qui nous nourrit. Et dans cette endorphine, il y a vraiment... il peut y avoir une forme d'addiction. Oui, mais du coup, c'est ce que disait Rim, tu te sens pas dépendant après ? C'est-à-dire que le truc, c'est tu pourrais pas arrêter en fait. Moi, d'un poids d'une mesure, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien tout dans l'excès, donc j'aime bien faire du sport. Non, mais j'aime bien faire du sport à fond, et après, j'aime bien vraiment rien foutre. Oui. Et je trouve que c'est ce qui apporte aussi une dimension. C'est comme si tu peux ne rien foutre, vraiment. Tu peux lâcher prise, tu peux arrêter. Non, mais attends, Philippe, t'es pas au bout de tes surprises. Est-ce que tu peux nous décrire, Laurie, ta prochaine course, la course de 600 bornes, là, Yukon Arctic Place. Est-ce que tu peux décrire un petit peu les conditions ? C'est une course... Assieds-toi bien. Oui. Non, mais c'est une course qui est assez difficile. Moi, je suis très copain avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu Blanchard, qui fait des courses d'ultra-distance. C'était le papa de... Anna. Non, c'est le sien, papa. Qui fait des courses d'ultra-distance. Et bien, Mathieu, lui, c'est... Il faut dire ce que c'est, les courses d'ultra-distance. Parce que moi, je ne savais pas avant que tu le dises. Les ultramarathons, tout ça, c'est des choses qui dépassent les 100 km. C'est ça. Voilà. Moi, mon ami, il est plus spécialisé dans les trails. Donc, c'est à peu près la même chose, mais en montagne. Et il y a des courses... Il y a des courses, il y a des courses très mythiques qui existent, qui s'appellent la course de l'UTMB, ce qui est 170 km, 10 000 mètres de D+, et 10 000 mètres de D-. Donc ça veut dire qu'on monte 10 000 mètres et on descend 10 000 mètres. Et en gros, ça fait plusieurs fois qu'on était partis ensemble, et là, il s'est inscrit à une course qui s'appelle donc la Yukon Arctic Race. Et la course, c'est courir 690 km en autonomie, à moins 40. Bien sûr. Voilà. Et devoir parcourir près de 55 km par jour. Donc, c'est plus d'un marathon par jour dans des conditions qui sont quand même assez hostiles.
Et chacun, on prépare une aventure encore plus grosse que ça, donc ça reste un entraînement pour nous. Mais c'est pareil, bon après, c'est comme tout, je pense que quand on est habitué et quand on est dans son écosystème, il y a des choses qui nous paraissent légitimes, abordables, et après qu'on maîtrise. Et ce qui fait que pour passer à une étape supérieure, il faut monter un petit peu d'un cran, que ce soit dans le jeu, dans l'écriture, dans plein de choses, j'imagine. Bon voilà, nous c'est notre terrain de jeu, donc forcément ça reste un entraînement pour aller sur des aventures un peu plus difficiles. Mais cette forme d'addiction, pour revenir sur ça, moi je la sens, et à la fois, après il y a presque une forme de saturation. À force de le faire, je veux dire, j'adore me lever pour aller au sport, et à mon niveau, le plaisir n'a plus sa place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de la discipline que j'ai envie, que j'ai pas envie. Le plaisir n'a plus sa place quand même, ouais. Ah ouais, à certains moments, il y a des moments où j'ai pas du tout envie. Mais l'endorphine, il y a des moments où tu la sécrètes plus tellement ton corps il est habitué. En fait, c'est une question de curseur, c'est une question de satisfaction. Tu peux faire des entraînements, il faut y aller vraiment. Tu vas et tu prends pas de plaisir parfois, et c'est ton entraînement de la journée. Et parfois, tu vas à contre-cœur, tu ressors, tu es hyper content d'avoir été sur la séance, même si tu n'avais pas envie de te lever. Donc, ça dépend. Quand tu dépasses, je pense, un certain volume, à un moment donné, il y a des matins, tu as envie de rester au lit, quoi. On va pas se mentir. Ouais, là, personnellement, ça me manque presque de ne plus avoir de courbatures comme au tout début. Oui. Il y a ça, il y a cette... je me souviens, j'avais une performance, c'était l'année dernière, au ministère de la Culture, et j'ai passé la soirée en talons comme ça, alors que j'avais des courbatures, j'arrivais même pas à tenir, et je me disais, ça fait partie de ta performance, reste sur tes talons, reste droite, tu vas faire ta performance à lecture comme ça, alors que vraiment, je me suis écroulée ensuite, j'arrivais pas à dormir pendant 3 jours, tellement j'avais mal partout. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi que le corps humain est extraordinaire, quoi. La capacité du corps à se transformer, à assimiler, à justement vouloir passer des paliers, à redevenir. Moi, en plus, je fais beaucoup de yo-yo dans mes expés. Je peux prendre 10 kilos, 15 kilos, les perdre en un mois. Enfin, c'est en fonction des préparations. Ce qui fait que tu te rends compte que le corps, il peut être poussé dans ses extrêmes et il va très bien réagir. Bienvenue dans cette deuxième heure de Tunnel. Je vous rappelle que si vous avez loupé la première, vous pouvez réécouter l'émission en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming préférées si vous le faites d'ailleurs. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Ce qui est toujours intéressant, par exemple, vous pourrez voir la tête de Philippe quand Loury détaille certains exploits sportifs, parce que ce soir nous sommes donc avec l'écrivain Philippe Besson, l'écrivaine et poétesse Rime Battal, l'aventurier, explorateur, conférencier Loury Lag et présentateur télé également de The Island sur M6 tous les mardis, on le rappelle. Et enfin nous avons Ophélia Kolb, actrice et comédienne qui ce soir a le lancement de la saison 2 de la série policière Panda. Où tu incarnes le binôme de Julien Doré. Tu t'appelles Lola dans cette série. Et voilà, c'est tous les jeudis, donc sur TF1. Et c'est le début ce soir, voilà. Je voulais un petit peu remettre la pression. Mais on va pas remettre une pression et on va revenir tout doucement à nos moutons qui étaient ceux des bonnes résolutions ou en tout cas des changements que l'on opère dans nos vies au moment de déclic. Et justement, donc la question un peu centrale que j'avais envie de vous poser, parce qu'on n'y est pas encore venu, c'est pour instaurer en fait des changements dans vos vies, est-ce que vous êtes plutôt sur l'application, je veux dire, pas sur le déclic qui mène au changement, est-ce que vous êtes plutôt de l'école du petit à petit ou du radical ? Là, j'ai pris la décision de changer, je change tout d'un coup, j'envoie tout balader. Moi, je suis plus radicale. Hein. Ouais, radicale. Et d'ailleurs, comme je viens de publier un livre qui parle un peu justement qui s'inspire de ce fait-là, une de mes plus grandes décisions, voire peut-être la plus grosse en fait, ça va vous paraître anecdotique, mais pour moi ça a été un changement de vie total. C'est le jour où j'ai décidé de coucher avec une personne pour la première fois. Parce que j'ai grandi dans un milieu qui est plutôt traditionnel, qui est très très ouvert par ailleurs, pour plein de raisons, etc. Par exemple, on m'a jamais dit comment je devais m'habiller, on m'a toujours encouragée à aller à l'école, à être excellente, etc., à sortir, bikini sur la plage, mais en revanche, pas d'alcool, pas de clope et pas de rapport sexuel et aucun rapport avec le sexe opposé, ni le même sexe, anyway.
Et donc, quand j'ai eu 17 ans, quand j'avais 17 ans, ma mère m'a demandé justement de lui fournir un certificat de virginité. Ce que j'ai dû faire, j'avais refusé au début et ensuite j'ai dû le faire en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, le moment où j'ai accepté de me soumettre à cette abomination. Tu racontes une scène très violente dans ton livre. Oui, exactement. Avec une gynéco-femme, fictionnalisée, mais évidemment. mais qui est inspirée d'une réalité, en effet, de cet examen-là. Et en fait, à partir de ce moment-là, le moment où je me souviens, j'ai tendu à ma mère ce certificat, là, je me suis dit, tu as deux choses. D'abord, tu vas avoir ton putain de bac pour te casser d'ici, parce que c'est ta seule porte de sortie, et tu vas faire des études pour t'émanciper de tout ça. Et la deuxième, tu vas faire l'amour. Et tu vas faire quelqu'un de confiance pour ça. Ouais, vraiment, parce que j'étais pas pressée non plus, mais je voulais le faire, et pour moi, c'était vraiment me débarrasser de quelque chose. Tu sais, on parle de perdre sa virginité, etc. Pour moi, c'était vraiment... comment dire, c'était exploser un cadre, c'était make a point, c'était vraiment reprendre un peu le contrôle sur mon corps. Et heureusement, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un amoureux, ça a duré pendant 4 mois, on faisait rien. Il était un peu plus âgé que moi, donc il en avait vu d'autres, lui. Mais je me souviens vraiment du jour où je lui ai dit... Aujourd'hui, on va le faire. Et il m'a dit, est-ce que tu es sûre, etc., etc. Et j'ai dit, si, nous allons le faire, etc. Et il m'a dit, vas-y, comment tu veux le faire? C'est toi qui le gère. Et c'était vraiment un vrai geste. C'était pas faire l'amour, c'était je suis en train de faire un geste politique, de me débarrasser de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, je vais décider de ce que je vais être et de comment je vais mener ma vie. Parce que, en fait, la question, c'était... Si jamais tu as un rapport sexuel avant le mariage, personne ne voudra t'épouser. Si tu ne te maries pas, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Si tu n'as pas d'enfant, tu veux te marier pas, etc., tu seras toujours hors la loi. Tu ne pourras pas construire ta vie, etc. Il ne va rien se passer pour toi, tu seras toujours une paria. Et là, je me suis dit, OK, là, en faisant ça, je choisis une autre branche sur cet arbre de la vie que celle qu'on me propose et qu'on me propose comme l'unique en fait, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et je vais construire à partir de quasi rien en fait. J'avais pas de modèle vraiment. Donc c'était vraiment une exploration qui a duré longtemps. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de radical. C'était j'arrête d'être cette petite enfant fragile, vierge, qui écoute tout le monde, qui n'est pas maîtresse de son corps, de sa vie, de ses choix. Et je vais commencer cette vie où c'est moi qui gère. Mais c'est marrant puisque tu parles d'arbre de la vie, parce que quand on prend l'étymologie justement de radical, c'est aller à la racine. Donc toi, à un moment donné, tu coupes l'arbre de la vie qu'on te propose et t'en replantes un autre en fait. Pour moi, on coupe pas. Pour moi, j'imagine la vie comme une sorte de tronc. En fait, t'as des racines, donc d'où tu viens, ta culture d'origine, les codes, c'est l'éducation qu'on t'a inculquée, puis le tronc. Et ensuite, il y a des branches. Et donc, en grandissant, à chaque fois, tu prends une de ces branches-là. Mais l'arbre, il existe déjà et t'as de nombreuses possibilités que pourrait être ta vie. Comme si on avait plein d'alter ego avec tellement de choix possibles. Et donc, quand on prend cette branche, on ne peut plus faire marche arrière vers le tronc, mais on continue. Et donc, cette branche sur cette branche va pousser une nouvelle branche et puis une autre branche, etc. Et puis sur le chemin, il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a des petits nids d'oiseaux qui viennent se déposer et jusqu'à toucher le ciel. Mais tu sais, en plus, si tu envisages la vie avec une perspective un peu de physique quantique, tu peux justement entrevoir l'infinité de possibilités. Ouh là là, me lance pas là-dessus. Il faudrait que le tunnel dure toute la nuit, donc c'est compliqué. Oui. Autour de moi, sinon, à Paris, est-ce que j'ai des personnes plutôt radicales, justement, ou plutôt petit pas par petit pas, jour par jour, heure par heure, et on verra comment on change? Moi, c'est complètement radical. Moi, pareil. Moi, mais quand je change une chose, la plupart du temps, elle est accompagnée de plein d'autres choses. Je change rarement une chose dans ma vie. Quoi. Je prends un truc en entier. Et puis comme ça, comme si je mettais un gros coup de pied dans une poubelle, puisque c'est que des trucs que je veux changer, et que je vire la poubelle et hop, là, je reconstruis un nouveau truc. Quoi.
ça va avec plusieurs déchets, quoi, du coup. Et justement, en parlant de déchets, il y a... Très bon rebondissement. Ok. Non, mais il y a des... Il faut enchaîner bien. Il y a des gens qui parfois sont des habitudes. En préparant cette émission, j'étais chez ma grande amie Amal Tahir, spécialiste des conseils en matière d'amour et de sexualité. Et on parlait de combien elle avait pu m'aider parfois à dégager des gens de ma vie, notamment des hommes, on peut le dire. Est-ce qu'on peut reparler à des gens qui étaient autrefois de mauvaises habitudes, des gens qu'on a eu autour de nous et à qui on a cessé de parler avec des décisions parfois assez radicales et finalement on décide de les refaire rentrer dans nos vies? Ah, alors moi, c'est mort. À partir du moment où je nexte une personne, c'est fini, quoi. Ça m'est arrivé d'avoir des ruptures amicales, etc., mais qui n'étaient pas de mon fait. J'ai été nextée. Mais que j'ai réussi à rattraper par la suite des années plus tard. J'ai réussi à aller revoir ces personnes, à dire, OK, tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, etc. Et j'ai présenté des excuses et on a recommencé de très belles amitiés. Et ça, je ne l'ai pas fait souvent, je l'ai fait avec des personnes à qui vraiment je tenais particulièrement, auxquelles je tenais particulièrement. Mais à partir du moment où je décide qu'une personne ne me convient pas, qu'elle s'est mal comportée, que rien ne peut être envisageable avec cette personne, pour moi, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis du genre à... Quand je rencontre une personne, peu importe dans quel cadre, ça peut être dans un cadre romantique, amical, professionnel, je donne ma confiance tout de suite et d'une manière totale et absolue. Et cette naïveté, j'arrive pas à m'en défaire. À chaque fois que je rencontre une personne, je pars du principe que la personne, elle n'a aucune raison de me faire de me planter un poignard dans le dos. Tu suis naïf quand même. Je sais, mais en fait, je suis très heureuse de garder cette naïveté finalement parce que ça me permet de continuer à m'émerveiller, que ce soit dans le cadre amoureux, amical, etc. Me dire, cette personne, elle est absolument géniale, c'est incroyable, on vit quelque chose d'exceptionnel et tout. Petit à petit viennent des déceptions. Bon, après, je recadre, je remets les curseurs aux bons endroits. Mais s'il se passe quelque chose de vraiment pas OK et qui touche à des convictions très profondes, voilà, là, j'arrête tout de suite la relation et la personne, elle sort totalement de ma vie, vraiment. Mais cette question justement du pardon, alors il y a la confiance, mais la question du pardon, dans ton livre, donc Philippe, on suit la trajectoire d'Hugo et de ses tortionnaires en fait qui le poussent au suicide. C'est un adolescent de 14 ans. Est-ce qu'on peut imaginer, s'il y avait un épilogue, que les parents finiraient par pardonner à ces garçons-là, où il n'y a pas de raison en fait de le faire? Le père, il dit, moi, je pardonne pas. Il dit, je veux pas pardonner. C'est très compliqué, là, pour le coup. C'est-à-dire que on est là, les parents qui sont dans ces situations-là sont confrontés à un truc assez binaire, au fond. C'est que soit tu pardonnes, ce qui est une façon de t'élever aussi, c'est une façon de dire, je mets les choses derrière, la vie doit continuer autrement, je vais pas ressasser, je vais pas être dans la rancœur, dans la rancune, dans l'obsession, voilà. Soit au contraire, tu fais de l'ennemi qui a été désigné, de celui qui est au fond responsable de la mort de ton enfant, la cible éternelle. C'est-à-dire quelqu'un qui fait on ne pardonne pas à celui qui a fait cela. Moi, j'ai tendance à être... plutôt dans le non-pardon à l'égard des gens éminemment toxiques. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il ne faut pas pardonner la toxicité. Il ne faut pas pardonner les gens qui sont purement, chimiquement, des gens qui te veulent du mal, qui sont... Voilà. Mais il ne faut plus leur donner l'opportunité, par contre, tu vois, par exemple, dans les violences conjugales, je ne crois pas au pardon. Enfin, pardon, mais cette idée-là, je n'y crois pas. Pardon, mais pardon, mais pas pardon. Pas pardon. Un jour, je me souviens, j'avais employé cette expression-là, d'ailleurs, parce que j'étais interrogé à la télé sur Adrien Quatennens, qui était revenu à l'Assemblée nationale. On se souvient, c'est le député LFI qui a été condamné, 2022, ça, qui a été condamné pour violence conjugale, parce qu'il avait... Bon. Et le type revient à l'Assemblée nationale. Il se trouve que j'étais invité dans une émission de télé le soir même. Bon, voilà, c'est pas de bon, donc on m'interroge sur le sujet. Tu as été sollicité 2-3 fois sur des questions politiques, il me semble. Et en fait, on me dit, vous en pensez quoi? Et je dis, je trouve que le signal qui est envoyé est absolument atroce, parce que le type revient pour faire la loi. Parce qu'il est député, hein. Donc, son boulot, c'est de faire la loi. Et donc, tu as un type, il est condamné pour violence conjugale. Il n'est pas soupçonné de violence conjugale. On n'a pas, tu vois, il n'y a pas la présomption de violence conjugale. Le type, il a été condamné. Il y a une décision de justice. Tu vois, il est reconnu coupable de ça. Bon. Et le type, il revient comme ça, en disant, j'ai purgé ma peine, parce qu'il avait eu 4 mois ou je sais pas quoi. Et donc, Oui.
4 mois. C'est Et merveilleux. l'idée, c'est qu'il dit, donc je reprends ma place de député, je reviens faire la loi. Je trouve que le message que tu envoies, il est absolument atroce. Tu vois, c'est de dire, finalement, tu as le droit, tu as un blanc-seing, et puis quand tu as fait ton machin. Et en fait, non. Moi, je dis, j'ai pas envie de pardonner ça. Ça m'intéresse pas, en fait, de penser que ces gens-là... Alors, c'est un peu idiot parce que tu as envie de dire et les secondes chances et les rédemptions et les gens qui s'amendent et les je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a ça. Avis, moi. Ouais, tendre l'autre joue, c'est compliqué. Mais dans le même temps, Loury, en regardant des interviews de toi, et ça fait écho à ton livre Rime, vous allez me comprendre dans 2 secondes, il y a la question des parents. Des parents qui nous ont blessés, on n'est pas obligé d'en parler. Enfin, c'est vraiment si t'as envie d'en parler. J'ai aucun tabou. Allez, Mais, c'est parti. Alors, y a pas de souci. En Ça va fait, prendre un certain temps, c'est tout. la question des parents qui ont pu nous blesser quand on a grandi, etc. Et puis du coup, on va se construire parfois en opposition. On a ton personnage Rime qui se barre. Loury, toi, dans la vraie vie, tu t'es barré à 17 ans. Mais au même âge d'ailleurs que le personnage, enfin que la personne dans le récit. Donc on a la mère qui a fait beaucoup de mal, qui bat en fait le personnage, puis derrière l'empêche d'être soutenu par le reste de la famille aussi. Enfin il y a toute une intrication. Toi Loury, donc tu te barres et puis tu essaies de faire tes armes comme tu peux en empruntant des chemins de traverse qui t'ont forgé aussi. Et au final, à la fin du livre, elle est avec sa mère. Oui. Et toi, de la même façon, à la fin de sa vie, tu as mené des aventures avec ton père. Ouais. À quoi sert ce pardon et comment il vient surtout ? Ça peut intéresser, je pense, beaucoup de monde qui nous écoute. Mais moi, du coup, je suis assez d'accord avec cette forme de rébellion, ce point de non-retour. Et puis, quand je me suis posé la question du pardon, je me suis aussi dit, finalement, j'ai que 2 parents. Et je suis sur cette planète pour une durée bien limitée, quelle qu'elle soit, et eux aussi. Et ce qui fait que ça m'a quand même questionné sur l'égoïsme en fait profond. C'était, et si j'essayais autre chose, quelle version de moi je pourrais être si je pardonnais ? Et je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est vrai que moi, ça m'a pris beaucoup d'années, vraiment. Je crois que ça m'a pris pratiquement 10 ans avant de... Il y a eu tout un processus où d'abord, il y a une forme de pardon verbal qui s'opère. Et puis après, il y a avoir un semblant de relation. Il faut nourrir ça, il faut le construire. Oui, c'est ça, il faut le faire exister, ce pardon. Ouais, c'est très vrai et c'est très dur. C'est très vrai, c'est très dur et c'est très long aussi. Voilà. Et puis en face, souvent, il y a une forme d'incompréhension, puisque s'il y a litige, s'il y a de la bagarre verbale, physique, c'est qu'à un moment donné, on ne se comprend pas. Et donc là, il y a aussi une forme de travail qui est nécessaire des 2 parties, parce que moi, je n'ai pas réussi à... Bien sûr que j'ai pardonné, mais il a bien fallu aussi qu'il accepte les pardons, voilà, le pardon, et que lui fasse aussi sa part de travail. Et qui finissent pas vieux cons en somme. Et c'est ça qui s'est passé. C'est que moi, je me suis dit, ce mec-là, il a pas eu de père. Son père est mort très tôt. Il n'a pas eu d'exemple. Alors ok, oui, c'est très mal fait, ça c'est sûr. Et je cautionne absolument pas, mais je pourrais comprendre. Et j'étais pas encore parent, moi, à cette époque-là. Tu t'es mis à sa hauteur, en fait. Est-ce que j'aurais fait mieux ? Et puis, je me suis dit, moi, je suis quand même un enfant terrible aussi, donc bon, je me suis mis 2 secondes à sa place, je me suis dit, ça doit vraiment être très dur. Et c'est vrai que je lui ai dit, mais je lui ai dit, écoute, un jour, si vraiment tu as envie, mon père, son rêve, c'était d'acheter un bateau et de faire le tour du monde. Et un jour, je lui ai dit, écoute, le jour où tu achètes un bateau, où que tu sois, tu m'appelles et je serai là, je traverserai l'océan Atlantique avec toi, enfin l'océan avec toi. Et un jour, il m'a appelé, il me dit, ce jour est arrivé, je suis au Cap-Vert, tu es le bienvenu si tu veux. Et je l'ai rejoint. Et ça a été extraordinaire, puisque finalement, c'est une histoire de 2 hommes qui ne se connaissent pas vraiment, qui ont beaucoup de choses à se dire, qui sont sur une coquille de noix pendant 20 jours et qui doivent régler leur compte. Et finalement, plutôt que de ressasser le passé terriblement et de revenir sur des faits qui ont été douloureux pour tout le monde, il a fait son rôle de père. Il m'a appris des choses, comme un père aurait dû le faire. Et moi, je l'ai écouté comme un fils. Et quand on est arrivé de l'autre côté de cette traversée, de cette transatlantique, il m'a dit, fils, je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu es un bon père et tu es un bon fils et je t'aime. Et c'est des choses que j'ai jamais entendues de ma vie. Et je crois que si j'avais pas eu cette opportunité, de lui laisser cette opportunité à lui aussi, jamais je me serais retrouvé dans cette situation. Et puis le fruit du hasard a fait qu'il est tombé malade juste après.
et qu'il a disparu très rapidement, là en 2023, et que j'ai œuvré pour tout le temps qui est resté. Et en fait, c'est ça aussi, je trouve, qui est très important, c'est de ne pas avoir l'utopie que le temps est éternel et qu'il est parfois peut-être élastique aux yeux de certains, mais qui peut considérablement s'arrêter brutalement pour d'autres, pour des raisons de santé, pour des raisons, je sais pas, d'accident. Il peut arriver mille et une choses. Et cette notion de procrastination profonde en imaginant que le temps va faire aussi les choses peut jouer en notre défaveur. Et je pense que j'aurais été 100 fois plus malheureux si j'avais pas œuvré pour essayer quelque chose. Et au final, j'ai trouvé beaucoup plus de réponses qui m'ont apaisé que de difficultés de l'avoir accompli. Et je vais pas dire avec beaucoup de recul que c'était facile, mais ce que je peux dire, c'est que le jeu en valait la chandelle. Merci pour ça, d'avoir partagé cette expérience. Avec plaisir. Et Rim ? Alors, j'ai une expérience assez similaire, mais du coup, j'aimerais juste d'abord préciser qu'il y a ma vie que je vais vous raconter tout de suite. Et il y a celle de ton personnage qui s'appelle comme toi. Et il y a celle de mon personnage qui s'appelle comme moi. Je sais que ça prête à confusion, mais voilà. Bon, le livre n'est pas un documentaire. Mais comme mon personnage, en effet, moi j'ai eu des rapports très conflictuels avec ma mère, très jeune. C'était quelqu'un de très violent physiquement, mais je pense parce qu'elle n'arrivait pas à gérer ses propres émotions. C'est quelqu'un qui n'a jamais regardé de près ses propres traumas, qui a vécu des violences vraiment très extrêmes elle-même dans son enfance. Et donc, plutôt que sa réaction à ça, son réflexe de survie, c'était plutôt que de les questionner et de les voir comme des violences, c'est de les voir comme quelque chose de normal, comme de la banalité. Et de se considérer comme pas du tout victime et comme une survivante, et que c'est comme ça fait partie de la vie. Et ça doit filer droit. Et pour protéger tes enfants et pour les éduquer bien, tu es obligé de passer par la violence. Et donc, moi, j'étais en conflit avec elle parce que je lui disais, même enfant, je lui disais, mais en fait, t'as pas besoin de me taper, en fait. Et j'ai essayé d'avoir cette discussion avec elle et quand tu es enfant, tu n'as aucun pouvoir, en fait. Il y a un rapport, l'adulte qui prend soin de toi, qui est ton père, ta mère, a un ascendant incroyable. Tu dépends totalement de cette personne. Donc, tu n'as aucune marge de manœuvre. Et c'est vraiment au moment de l'adolescence où il y a eu cette scène de cette violence en trop, j'ai envie de dire, que là, je me suis dit, allez, vas-y, nique sa mère, je me casse. Littéralement. Mais je suis revenue parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en partant, naïvement, à ce moment-là, je me disais, je vais trouver refuge chez telle personne va m'aider, etc. Et en fait, personne ne m'a aidée. Et moi, je suis une jeune fille, j'étais une ado, etc. Tu peux pas aller à la rue, c'est impossible. Tes chances de survie sont proches de zéro. Il y a une scène très intéressante en plus dans ce livre. Alors, je sais pas du tout dans quelle mesure du coup c'est réel ou pas, mais où en fait elle est dans un train et elle rencontre une espèce de bande d'artistes, de marginaux, et on sait pas de quelles intentions ils sont animés, puis on sait pas si elle a vraiment envie de leur ressembler. Enfin, il y a tout un truc où ça semble un peu une espèce de métaphore du monde réel et des turpitudes qu'il peut y avoir aussi, quoi. Exactement, oui, parce que elle part dans le désespoir, mais quand même, elle est plutôt raisonnable. Elle a des projets pour sa vie quand même à ce moment-là. Elle a encore espoir d'atteindre cette autre ville, donc Casablanca, parce qu'elle part de Marrakech vers Casablanca, que sa tante va l'accueillir, que tout va bien se passer, mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme elle le prévoit. Et donc, elle décide de retourner, d'obéir à cette dernière violence-là, qui est de fournir un certificat de virginité, ce qui est une absurdité totale. En se disant, voilà, je vais avoir un projet sur le long terme. Je ne vais pas partir tout de suite parce que je suis dead en 2 jours dans la rue, mais je vais construire quelque chose. Je vais avoir mon bac, je vais l'avoir avec mention. J'en suis capable, d'autant plus que le cadre initial, c'était une mère très violente, etc. Mais c'est des personnes qui sont aimantes, en fait. Et c'est ça la dualité, en fait, qui existe dans tous les personnages, même de mon livre, en fait. Il n'y a pas vraiment de personnes méchantes. Il n'y a pas de méchants, de mauvais, de bien, de mal, etc. C'est toutes des personnes qui sont en proie à une dualité, en fait, à l'envie de bien faire, le fait d'être victime de ses bonnes intentions, victime de tout un système social, patriarcal, d'un enchevêtrement de traditions, d'injonctions à être moderne, mais en fait pas tant que ça. Donc, essayer d'être des parents, des bons parents, mais en même temps stricts et sévères, et veiller à la réputation et à l'honneur de toute la famille, etc. Et donc, tout ça donne des situations qui peuvent vraiment mettre
toutes ces personnes-là face à leurs contradictions. Et ce sont des contradictions qui ruissellent en tant que violence sur les enfants. Et nous discutions juste avant avec mes invités Philippe Besson, Rim Battal, Ophélia Kolb et Laurie Lag de la question des changements, des bonnes résolutions, des déclics, enfin de tout ça. Et nous parlions des gens avec qui nous décidons de renouer, notamment dans un cadre familial. Mais on aurait pu aussi parler d'autres choses. C'est les gens qui d'un coup arrivent dans nos vies, qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il y a déjà eu pour vous une rencontre qui a été un tournant dans votre trajectoire ? Ah bah oui, c'est le principe même des rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois arriver des gens et puis ça, l'air change, la donne change. Alors là, ça peut être une relation amoureuse, par exemple. Tout d'un coup, moi, bêtement, je crois au coup de foot d'ailleurs. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'y crois. Mais tu vois, tu es devant quelqu'un et tu te dis, ah bah oui, c'est lui, c'est elle. Enfin, ça paraît... D'ailleurs, quand ça m'est arrivé, je me suis dit c'est con parce que je croyais pas que ça existait en fait, mais si. Et ça t'a fait bifurquer du coup ces coups de foudre? En tout cas, ça m'a fait renoncer à une vie qui était une vie très, comment dirais-je, libre et sautillante, à un truc où je me suis dit ça sera cette personne-là, voilà. Et jusqu'au bout, en tout cas j'espère. Et donc il y avait, voilà, alors que j'avais vraiment une vie qui était un peu de barreau de chaise. Bon. Donc c'était bon. Donc oui, ça arrive. Et puis après, tu as des rencontres professionnelles aussi. Tu vois, par exemple, moi je me souviens que le jour où je me retrouve devant Patrice Chéreau, je me dis, il se passe un truc. Le type est tellement dense, intense. T'es là, tu vois. T'as quand même un type qui... En plus, c'est marrant que ça s'est passé parce que j'avais donc publié un livre qui s'appelle Son frère. Un livre très léger sur un type qui meurt. À la que des sujets légers. C'est ça. La première phrase du livre, c'est Thomas meurt. Vous voyez, Thomas accepte de mourir et devinez quoi, il meurt à la fin du livre. Bon. Et donc, je spoil. Bon. Et donc, le livre est absolument atroce, très, très obscur, très noir. Bon. Et bon. Et en plus, c'est terrible parce que c'était mon deuxième roman. Et donc, j'avais publié un premier roman. Et je dis, alors voilà, dans le deuxième roman, je dis, j'étais en train d'écrire un livre. Et puis, il se passe cette chose dans ma vie. Mon frère est atteint d'une maladie mortelle. Et donc, je décide de l'accompagner pour le temps qui lui reste, etc. Bon. Et j'ai écrit ce livre-là. Et donc, tout le monde est venu me voir compatissant, me disant, mais c'est terrible, votre frère. Je dis, non, rassurez-vous, il va très bien. J'ai tout inventé. Et c'est ça, les romanciers, c'est absolument affreux. Mais donc, Chéreau, en tout cas, lit ce livre. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Bon, enfin, je connaissais son travail. Je savais, voilà, les pièces de théâtre, les films, les opéras. Bon. Et il réagit à la Chéreau. C'est-à-dire, il lit le livre et dans la seconde qui suit, il veut en faire un film. Et donc, il appelle mon éditeur en disant, je veux lui parler. Donc, on lui donne, comme c'est Chéreau, on dit, on va lui donner le numéro de téléphone. Et moi, je n'ai pas eu le temps d'être prévenu. Donc, j'ai un type au téléphone qui me dit « Bonjour, je suis Patrice Chéreau ». Et je me dis « Ça va être une blague ». Mais en même temps, tu as quand même un vague moment d'inquiétude en te disant, si je dis « Ouais, c'est pas drôle comme truc », je me suis passé pour un naze. Donc, j'écoute quand même le monsieur. La voix ressemble en plus. Et puis, il me dit « Il faut que je vous voie tout de suite ». Il y avait une espèce d'urgence. Et je me retrouve, c'était rue de Brague, dans le 3e. Il fallait monter, en plus c'était très métaphorique, il fallait monter des marches comme ça qui tournaient, qui étaient en marbre. Tu avais le type qui était en haut des marches. Bon. Et voilà, et tu es face à quelqu'un qui est plus grand, enfin qui a plus de dimensions que toi, qui est en train de te raconter un truc, qui porte une histoire tellement incroyable. Bon. Et a une vision et qui dit, je vais transformer ce que vous avez écrit en un film. Il y a des gens qui vont jouer les mots que vous avez. Bon. Et moi, ça m'a vraiment, j'ai été très, très bouleversé par cette rencontre qui m'a nourri. Tu vois, c'est un truc, ça te nourrit. Tout d'un coup, tu deviens une autre personne, plus dense toi-même. Enfin, c'est des gens qui te donnent, tu vois. Et d'ailleurs, tu es même un peu embêté parce que tu dis, mais tu vas lui donner quoi, toi? Parce que moi, je suis là, je suis un peu comme un con, je assis sur ma chaise. Bon. Et c'était, voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça, en tout cas, indépendamment de cette rencontre-là. Je crois beaucoup à l'idée que c'est toujours les rencontres qui te changent. C'est toujours un homme, une femme, une personne face à toi qui fait que la donne change, que l'air change. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ricochet aussi? Moi, j'ai l'impression que dans ma vie, en tout cas, c'est très ricochet. C'est-à-dire que je rencontre une personne grâce à laquelle, tout d'un coup, je vais rencontrer une autre. Puis tu as raison. Et en fait, on se rend compte que la personne tout en haut, on l'a rencontrée grâce à la personne qui était oui, c'est vrai. Il y a des papillons, des rencontres. Ouais, voilà. Mais Ophélia, j'allais me tourner vers toi justement parce que dans le cas très spécifique où on est actrice, comédienne, où en fait on prépare des rôles, on compose une personnalité, on compose un individu, un être humain, est-ce qu'on n'en arrive pas à rencontrer des... Attention, ça va être très... c'est une question évidemment qui n'est pas écrite, qui est complètement improvisée. Vous connaissez la recette. Est-ce qu'on n'en arrive pas parfois à rencontrer des facettes de soi qui nous bouleversent profondément? Ah oui, si, complètement. Il y a des rôles qui nous bouleversent parce que tout d'un coup, on va chercher des choses. Enfin, moi, je vais chercher des choses à l'intérieur de moi, en tout cas dans ce que je suis ou dans les autres, dans mon entourage, dans ce que j'ai pu choper des uns des autres à leur insu. Et donc, tout d'un coup, on ne savait pas qu'on pouvait jouer ça ou qu'on pouvait en tout cas développer
développer telle émotion ou partager telle émotion avec d'autres personnes, ou en tout cas la donner, la faire vivre et la jouer tout simplement. Et donc oui, ça c'est très étonnant. Mais ça c'est quelque chose aussi qui est je trouve que ce qui arrive grâce aux rencontres qu'on fait, justement, parce qu'en s'inspirant des rencontres qu'on fait, moi je sais que pour beaucoup de rôles, à chaque fois, je me dis « Ah, mais c'est comme telle personne », mais c'est pas forcément la personne en son entier. C'est par exemple tel petit mot qu'il a eu, tel geste, tel regard, à tel moment il a réagi de telle manière, hop, je lui pique. Et je sais que dans la vie, je suis très souvent en train de piquer des trucs aux gens sans m'en rendre compte moi-même, mais je sais que je note, je passe mon temps à noter, à dire ah tiens, elle a réagi comme ça, ah tiens, elle a fait comme ça, ah tiens, machin là, et à essayer de garder ça quelque part, je ne sais pas où dans mon corps, mais pour le faire ressortir justement à certains rôles ou à certaines phrases que je dois dire. C'est hyper drôle parce que je sais que tous les gens qui écrivent quasiment... Oui. Ça, oui. Là, nous, on connaît bien ce qu'elle dit. Là, oui, on comprend bien. On va avoir soit des petits carnets, soit dans les notes d'iPhone qui sont comme Wikipédia, tu vois, t'as plein de pages. Oui, mais même comme dit Ophélia, en fait, dans son corps, parfois. Oui, vraiment, c'est des retiens. Et surtout, on ne sait pas qu'on l'a. C'est ça le truc. On ne sait pas qu'on l'a en soi. Ça nous habite. C'est comme une espèce de... Voilà, en soi, ou c'est peut-être une valise à côté où on n'a pas compris qu'on avait la valise, mais c'est très étrange parce que quand tu te mets à écrire, tu te dis mais j'avais oublié ce souvenir, ou j'avais oublié cette personne, ou je sais pas quoi, et tout d'un coup ça ressurgit, et c'est avec une exactitude et une justesse totale. Et donc en fait on est chargé de ça, de tout ce qu'on a chopé autour de soi, sans forcément vouloir le choper, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'on est des malades mentaux en train d'essayer de... Voilà. Parce que les gens pensent toujours vous nous volez des trucs, pas du tout, on ne fait pas exprès. Bon. Enfin parfois un peu si, mais la plupart du temps non. Et c'est vrai que ça... Tu ouvres ta valise sentimentale, ta valise de je sais pas quoi, d'émotions, de sentiments, et puis tu t'en sers pour écrire un livre, pour composer un personnage. C'est incroyable. Mais tu sais qu'en ce moment, j'écris sur des périodes très très lointaines de ma vie. Et t'as l'impression que c'est très exact, que c'est très précis? Alors déjà, mais surtout, ça veut dire qu'en fait, maintenant, quand je suis au quotidien, comme je suis dans une espèce d'exégèse constante de mon enfance, de tout ça, de mes premières années, en fait, j'ai des souvenirs qui popent tout le temps. Alors qu'en fait, je les avais plus du tout, tu vois. Mais comme j'ai commencé ce travail à ouvrir une espèce de boîte, ça vient tout le temps. Mais Ophélia, toi, du coup, c'est quoi le rôle qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus changé en tant que personne? Alors, changer en tant que personne, je ne sais pas, parce que chaque rôle apporte son lot de changements et de découvertes. Mais par exemple, dans le film Les Courageux, donc de Yasmine Gordon, qui sort en Suisse, là, mais qui pour le moment n'a pas de distributeur en France, mais dans lequel j'ai le rôle principal, je joue une mère qui fait tout avec ses 3 enfants pour leur donner l'illusion que la vie est belle et que la vie peut être agréable malgré toutes les situations et toutes les épreuves de la vie. Et donc, en jouant ce rôle, je suis allée chercher des choses que j'ai piquées, enfin que j'ai volées à des membres de ma famille, mes amis, ou même des gens que j'avais observés, ou même des rôles dans des films, d'autres actrices ou même acteurs. Et donc, je sais que j'ai emmagasiné une espèce de chose sans m'en rendre compte, parce que pendant que je préparais ce film, je ne me suis pas rendu compte que j'emmagasinais tout ça. Et au moment de le jouer, justement, je me suis rendu compte qu'en fait, je piquais des trucs partout de tout ce que j'avais emmagasiné. Et ça, ce rôle, je ne sais pas s'il m'a changé, mais en tout cas, il m'a fait découvrir une espèce ça a été... jusqu'où je pouvais aller, en tout cas, comme je me suis beaucoup engagée dans ce rôle, et jusqu'où je pouvais aller dans un effet immédiat, parce que ça allait très vite, le tournage, et donc comment retrouver telle émotion ou telle situation immédiatement. Et en plus, je jouais avec 3 enfants, et donc il fallait être au taquet tout le temps. Et d'ailleurs, mais les enfants acteurs, comment vous arrivez à les... Enfin, c'est pas toi du coup qui les dirige, mais comment ça fonctionne? J'imagine que c'est beaucoup le caractère de l'enfant en lui-même, en fait, qu'on voit. Oui, puis il y a un coach. Enfin là, pour ce film-là, il y avait un coach. Puis la plupart du temps, quand il y a des enfants sur un film, maintenant il y a un coach qui s'occupe de l'enfant en particulier. Et l'enfant en plus, ou les enfants, sont protégés par une loi en plus, donc ils n'ont pas le droit de travailler toute la journée et tout. Donc c'est un temps limité. Donc, mais moi, je trouve ça particulièrement fabuleux de jouer avec un enfant, parce qu'il a quelque chose qui est moins recherché que nous, qui est peut-être plus immédiat, plus pas naïf, mais plus spontané, et on lui dit de faire quelque chose, il le fait sans se poser la question de ce que ça va donner, etc. Et donc ça, c'est fabuleux à regarder. Et c'est déjà presque la fin de cette émission. C'est super triste parce qu'elle est vraiment trop chouette. J'espère que vous aussi, vous prenez beaucoup de plaisir à l'écouter derrière vos postes, derrière vos transistors. Ce soir, je suis avec Philippe Besson, Rim Bata,
Attal, Ophélia Kolb et Laurie Lag pour parler de plein de choses. En fait, on devait parler des bonnes résolutions de base, mais on parle des changements, de nos vies, en fait. Et justement, on a beaucoup parlé des autres, mais est-ce qu'il faut vraiment écouter et regarder ce qu'en pensent les autres quand on décide de changements radicaux, ou en fait, ça peut plus être un poids, finalement? C'est un poids, non, parce que chacun il va de son avis, chacun dit non, fais pas ça, ou moi je te conseille plutôt. Ah non. C'est comme les conseils quand on va être maman, il faut pas les écouter en fait. C'est vrai. Ah ouais, moi je tu vas voir. Ah ouais, moi je donne pas de conseils à toutes les mamans. Et parce que même, tu vois, de se lancer dans des nouveaux projets, des fois c'est bien aussi de se lancer seul. Et si quelqu'un veut venir avec toi dans ton sillage, c'est cool. Oui. Mais parfois tu tergiverses, tu ménages la chèvre et le chou pendant trop longtemps et... Oui, ou alors il faut choisir les gens à qui on demande conseil. C'est ceux qui sont d'accord avec toi, en fait. Qui vont te dire que tu as raison de le faire. Ou que tu menaces. Tu aimes, hein. C'est vraiment... Non, mais sinon, il y a ceux qu'on va voir justement parce qu'on sait qu'on va prendre une mauvaise décision et on sait que la personne en face va nous dire non, là, t'as tort. Oui, voilà. Tu déconnes, et donc là, faut arrêter. Ça fait du bien, ça nous conforte dans non, ok, je le fais pas. Mais bon, je pense qu'il faut choisir les gens à qui on en parle. Ouais. C'est quoi l'émotion qui prédomine chez vous quand vous démarrez quelque chose de nouveau? L'excitation, la peur? L'excitation. Ah ouais, moi je frétille totalement pendant des jours et des jours. Même quand il y a un inconfort mental de changer de... Surtout quand il y a un inconfort en fait. Mais du coup, ça me stimule parfois tellement que j'arrive plus à dormir et c'est un peu problématique. Donc je me réveille la nuit, je prends des petites notes, etc. Je réfléchis pendant 1000 ans. Mais j'adore cet état-là. En même temps, quand ça m'arrive, je suis en train de pester contre cet état parce que j'ai envie de me reposer, de dormir un peu, etc. Mélatonine. Mais en même temps, je suis là genre, génial, il va se passer ça, etc. Et c'est là que je commence à mes petites listes pour pouvoir me créer un cadre en fait pour pouvoir avancer. Laurie, toi, tu as eu beaucoup évidemment d'inconfort physique au gré de tes aventures. Mais est-ce qu'à force justement de te connaître dans ces états extrêmes, dans ces endroits, etc., tu as fini par développer un confort mental à être dans l'inconfort physique? Non, surtout je pense que ce que j'ai développé, c'est une grosse forme d'humilité et de profiter des choses que j'ai qui sont déjà extraordinaires, hein, la santé notamment. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est magnifique et auquel on ne pense pas. Moi qui ai été enfermé, d'être libre, hein, ça aussi on n'y pense pas vraiment, mais en fait c'est déjà extraordinaire. Donc si on en revient aux bases, on a beaucoup de chance et c'est vrai que le confort, après oui, moi j'aime bien me rappeler, c'est aussi pour ça que je pars en aventure, c'est avoir cette humilité de se rappeler toujours tout ce qu'on a à la maison. L'eau qui coule au robinet, je veux dire, ça n'existe pas partout. Les lits, voilà, le chauffage, je sais que c'est très primitif, mais finalement, ce côté très survie, mais quand je rentre chez moi, ça me permet de vraiment aussi profiter à 100% de ce confort. C'est un peu d'avoir envie de Johnny. Enfin, tu sais, genre... non, mais c'est vrai. Genre, tu sais, on t'enlève un truc, genre, on t'enlève la liberté, du coup, tu la savores d'autant plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'à partir très souvent, l'humain, je trouve qu'il est assez fait de la même manière. Quand on nous enlève quelque chose, c'est là qu'on se rend compte que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce qui fait que cette notion de manque, de disparition, de carence, elle est importante. Et tout comme dans des relations aussi. De trop voir quelqu'un, ça nous étouffe. Créer du désir, c'est important. Mettre de la distance. Et voilà, les expéditions, en tout cas, c'est une forme d'introspection qui me permet de me détacher considérablement d'une réalité qui me plaît pas toujours. Et par contre, quand j'y reviens, de l'apprécier à sa juste valeur et de profiter des choses complètement banales de la vie, quoi. Outre l'écriture, Philippe, quand on est outre la solitude, pardon, quand on est dans un processus d'écriture, il y a un truc aussi d'aller explorer les tréfonds de son âme qui est un peu déconcertant. Toi, c'est quoi parmi la vingtaine de livres du coup que tu as pu publier, celui qui t'a le plus transformé en tant que personne? C'est forcément Arrête avec tes mensonges, qui est en fait mon premier récit autobiographique. Parce qu'en fait, moi, je me suis lancé dans l'écriture pour écrire des romans. Ça a de l'importance pour moi, c'est-à-dire que je voulais inventer des histoires. Tu sais, souvent, quand tu commences à écrire, tu écris sur toi, de toi, autour de toi, etc. Tu arrives à écrire de la fiction sans parler de toi ? Alors, je vais y venir. Mais en tout cas, il y avait la volonté chez moi vraiment de raconter des histoires, de vivre d'autres vies que la mienne, d'une certaine manière d'être acteur. C'est-à-dire que tu endosses un rôle. Moi, ma vie m'allait bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Et donc, je me disais, je veux de la vie en plus. Je veux être dans cette situation-là. Donc, j'ai pu être une femme dans une robe rouge, dans un tableau de Hopper. J'ai pu être un type malade dans son frère. J'ai pu être une peinture, un type peint sur un mur en Italie. Bon, et toutes choses que j'ai aucune chance d'être dans la vraie vie. Et donc, ça m'intéressait de devenir et d'avoir de la vie en plus et d'essayer de rendre crédible
plausible des gens que je ne suis pas. Parce que par exemple, quand tu prends la voix d'une femme, par essence, Bien dans sûr. un livre, et que tu es un homme, tu ne sais pas. Mhm. Donc, à rendre ça plausible, juste, exact, machin, c'est quand même un tour de... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est un tour de force d'essayer de le faire. Bon. Donc ça m'intéressait. Donc moi, j'ai jamais imaginé d'écrire autre chose que des romans. Et ça m'allait très bien d'écrire des romans. J'en ai écrit 16 avant de passer à ce qu'on appelle l'autofiction ou l'autobiographie. Mhm. Alors, bien sûr, pour répondre à ta question, même quand tu écris des romans, bien sûr que ces romans empruntent à ta vérité intime. Bien sûr qu'ils sont chargés de tes propres souvenirs, des gens que tu as croisés, etc., De ta des représentation événements propre du monde. que tu as vécus, etc. Difficile, hein. Mais ils sont noyés dans un ensemble qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grand, et surtout l'histoire elle est fausse, tu vois, tu l'as inventée. Ça veut donc dire que tu nages quand même dans la fiction, et tu as des détails de vérité, des petits îlots de vérité au milieu de ça. Et puis un jour, j'apprends voilà, une nouvelle, et cette nouvelle me conduit à écrire mon premier texte autobiographique, qui est devenu un texte qui s'appelle Arrête avec des mensonges. C'est une phrase que ma mère prononçait quand j'étais enfant, parce que je racontais n'importe quoi, j'inventais des histoires en permanence. Je disais qu'il y avait des messieurs qui m'avaient emmené dans leur voiture avec des grands manteaux. Bon. Donc évidemment, les mères n'ont pas du tout envie d'entendre ça. Et donc elle a arrêté, pour se débarrasser de sa peur, ma mère, elle me disait arrête avec tes mensonges. Et c'est vrai que j'en ai fait un métier, je n'écris que des mensonges, bon, très bien. Mais là, tout d'un coup, il fallait raconter quelque chose qui était vrai, quelque chose qui m'était arrivé dans l'été de mes 17 ans. Bon. Et parce que je voulais rendre hommage à quelqu'un qui avait véritablement existé, cette fois-ci de manière frontale, directe, dire lui. En fait, c'était parce que j'apprenais la mort de quelqu'un et je me suis dit, c'est pas possible que cette vie-là, elle passe sous les radars, que cette vie soit une vie vécue pour rien, que ce soit une vie abandonnée au silence. Bon. Et donc, il fallait qu'il soit là et qu'il apparaisse très clairement au premier plan et pour ce qu'il était, pour qu'on dise, il a existé, regardez-le. Et j'ai donc écrit ce texte-là, totalement autobiographique, et j'en ai été très décontenancé au départ. Au point tel que j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite jusque-là, parce que moi, quand j'écris les livres, j'en parle pas, je dis pas ce que je suis en train d'écrire, et je ne les montre à mon éditrice que quand j'ai terminé le livre. Je comprends. Je ne peux pas lui montrer avant d'avoir terminé le Tu livre. voulais pas un jugement. Et là, j'avais écrit 50 pages, et je lui ai envoyé les 50 premières pages, et parce que j'étais tellement décontenancé de devoir être aussi près de ma vérité intime que je ne savais pas si j'avais raison de faire ce que je faisais, tu vois, comme s'il me fallait un imprimatur, enfin une validation. Il y avait un truc de cet ordre-là quand même. Hein. Et je me souviens parce que mon mail, ça s'appelait « Je continue ou j'arrête ». Et j'ai envoyé 50 pages et elle m'a juste renvoyé « Continue ». J'ai continué, c'est devenu... Et ce livre a changé, je pense, même ma façon d'écrire. Je pense que les livres qui l'ont suivi ne sont pas du tout les livres qui le précèdent. J'ai d'ailleurs après écrit d'autres textes autobiographiques ou autofictionnels. Bon. Puis je pense que j'ai changé de dimension aussi après ce livre-là. Donc je le vois comme une rupture. Mais c'est très étrange de devoir en être passé par l'écriture de soi, comme une psychanalyse ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas l'écriture de soi pour devenir quelqu'un, pour rentrer dans une autre forme d'écriture d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y a un avant et un après Arrête avec tes mensonges. Ça, c'est très clair dans ma vie. Tu te façonnes différemment de Oui, l'intérieur. absolument. Rime, toi, parmi tes ouvrages, donc il y a beaucoup de poésie, évidemment. Là, tu as entre les mains X et Excès, paru chez Le Castor Astral. Est-ce que tu veux nous lire un poème ? Avec plaisir. Alors, c'est un poème un peu dialogué, donc je vous préviens. Tu m'as dit, ça va. Tu m'as dit, t'as joui. J'ai pensé, pas du tout. J'ai dit, oui, oui. Tu m'as dit, merci pour ce moment. J'ai dit, de rien, bébé. Tu m'as dit, on se revoit quand ? J'ai pensé, plus jamais. J'ai dit, je dois vérifier mon agenda. Tu m'as dit, c'était vraiment super. J'ai pensé, je devrais te faire payer. J'ai dit, je t'enverrai la facture. Tu as rigolé, j'ai rigolé. J'ai dit, je dois rentrer. Tu m'as dit, je te raccompagne. J'ai dit, non, t'inquiète. Tu m'as dit, ok. Et je suis sortie. J'ai marché dans la nuit, je m'en suis roulée une. Il faisait -5, il était minuit -5. Et malgré mon corps plein de lui-même, mon corps dans son jus, plein de ces fardeaux dont tu n'as pas su m'alléger, j'ai pensé, je suis libre. J'ai dit à voix haute, je suis libre. Et je suis allée boire un dernier coup aux 3 maillets. Je m'y suis faite flaque, j'ai dansé sur une table, montré ma culotte, chanté. Je m'y suis répandue de la manière la plus extrême qui soit. J'ai étalé une joie radicale et prosélyte. Je me suis donnée en spectacle pour ne pas être regardée vraiment. On m'a payé des coups,
on m'a payé des frites. J'ai pensé, voilà, on est quitte. Je me suis dit, le masculin l'emportera pas au paradis. J'adore. En fait, tu as toute ton œuvre qui est hyper empreinte de liberté. C'est quoi, toi, la décision qui a pu changer ta vie, justement, ou te faire voir un jour que tu étais mue par ça? Je pense que l'écriture a toujours été là comme une sorte de fil conducteur, en fait. Et le fait d'avoir vécu dans un cadre hyper restrictif, en fait, où les limites étaient beaucoup trop proches de mon corps, à tel point que je déranger tout en faisant le moindre mouvement. L'écriture m'a aidée, en fait, a été vraiment une sorte de, à la fois outil d'émancipation et une sorte de but à atteindre à un moment donné. Et comme ça ne faisait pas l'unanimité autour de moi et que personne ne voulait que j'écrive vraiment et qu'on me demandait de trouver un vrai travail et que je suis très têtue, et ben je me suis dit, en fait, ce sera ça ta façon d'être libre, en fait. Ce sera en écrivant. Toi, Laurie, très rapidement, l'aventure qui t'a le plus changé, transformé, fait comprendre peut-être le sens de la vie, c'est laquelle? Sans hésiter, la dernière. J'ai passé donc 77 jours seul sur la banquise proche du pôle Nord. Et mon père était mourant et il y a eu une décision familiale de pas annuler 24 mois d'expédition. J'ai eu la chance de réaliser un film avec une rencontre, justement, que j'ai faite d'un homme avec lequel je me suis lié d'amitié très profonde, qui gérait lui aussi un deuil. Et c'est un acteur de cinéma. Et ils sont venus faire un film là-haut. Et on a fait un super film qui sort cette année. Mais le fond du sujet, ça restait le deuil. C'était quand même très tragique. Et de ne pas savoir si tu vas retrouver une personne que tu aimes à chaque ravitaillement, c'est difficile. Et je crois que c'est celle qui m'a le plus dérouté par rapport à mes émotions, à mes sentiments. C'est celle qui m'a le plus chagriné, qui m'a le plus peiné et à la fois qui m'a le plus appris. Mais qui a été très dur dans toute sa longueur. Voilà. Aujourd'hui, je suis encore en deuil et tous les projets qui ont été menés autour de ça. J'ai écrit un 3e livre. Pas 20, 3. Et ce film de Cinoche qui va sortir cette année sont une suite aussi d'extériorisation. Et c'est sûr que c'était très dur. Tu arrives à retranscrire d'ailleurs avec des mots ce que tu as vraiment vécu dans toutes ces aventures? C'est toujours difficile, je pense, quand on a vécu quelque chose de traumatisant, surtout quand on vit des choses qui sont comme ça, un peu hors du commun, loin de tout et d'une forme de réalité. Au début, tu as vraiment envie de le raconter, puis tu te rends compte que personne ne comprend. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu le racontes moins, et puis après, tu tombes dans une forme de solitude profonde. Et aujourd'hui, j'essaye de le raconter sous d'autres formes, justement, d'avoir plus de liberté et d'être moins jugé quand je m'adresse à quelqu'un qui ne comprend pas de toute manière, et de le faire plutôt à travers des livres, à travers des films, à travers des documentaires, et parfois des podcasts aussi, d'avoir un petit peu cette vraie liberté de pouvoir raconter ce que tu as envie, comme tu as envie, au moment où tu as envie. Et je pense que c'est ça qui prime un petit peu dans tous les métiers qu'on fait, c'est de pouvoir s'exprimer en fait comme on l'entend, sans qu'on puisse nous dire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai cette chance. Et c'est malheureusement, on le disait, le moment de se quitter. Non. Petite émission de survie, là, allez, on repart ici. À l'instant, juste avant de couper, c'était Laurie qui avait la parole. Laurie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver tous les mardis sur M6 à la présentation de The Island à 21h10. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, Laurie Lag. J'en ai pas beaucoup, moi, j'en ai qu'un seul, c'est plutôt Instagram. Eh bien, merci beaucoup, Laurie. Et ton merci film, ton documentaire tourné avec tes filles sera également diffusé sur M6 le 28 janvier. Merci beaucoup infiniment pour ta venue. Et Rim Battal, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, j'ai mon livre, donc Je me regarderai dans les yeux, ainsi que mes recueils de poésie qui sont disponibles en librairie. Ensuite, on peut me retrouver sur Instagram, @rimbattal, BATAL. Et le 25 janvier, je fais une performance une lecture performée avec la musicienne Cyclone à la Maison de la Poésie. C'est à 20h. N'hésitez pas à venir. Mais merci beaucoup pour ta venue, Rim. À bientôt. Merci, Anna.
Philippe Besson, où est-ce qu'on peut te retrouver? En librairie. On n'en a aucun doute du coup. Il y a un spécial Philippe Besson. C'est clair, c'est ça. Mes 20 bouquins. C'est un genre littéraire. Entrez dans une librairie, a priori, vous en trouverez un. Donc, voilà. Génial. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Qu'est-ce que je vous dise? Non, sinon sur Insta, effectivement, avec Philippe Besson, auteur. Voilà. La page est nourrie assez régulièrement, mais sinon, non. Librairie, c'est. D'une manière générale, j'encourage les gens à entrer dans des librairies. Ouais. Pas pour acheter mon livre, mais pour juste parce que c'est quand même bien d'aller piocher des choses. Voilà. Et je trouve que c'est un shopping sur lequel on ne culpabilise pas. Non, exactement. On je suis peut d'accord. dépenser des sommes un peu folles. Ophélia Kolb, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans 10 minutes sur TF1. Elle chocolat, avec les méga pandas. promo. Faut sortir de Dans vos 9 voitures. minutes 50. Vous sortez de vos Tout le voitures, monde vous êtes descend. restés pour finir d'écouter l'émission, vous allez vite devant votre poste. Oui, voilà, sur TF1 avec Julien Doré et Maxence, entre autres, et Gustave Kervern aussi. Donc, ça va être pendant 3 jeudis de suite sur TF1 aux mêmes horaires. Et aussi, si on a des auditeurs suisses, je vais être en Suisse romande pour toutes les avant-premières du film Les Courageux de Yasmine Gordon qui sort là à partir de dimanche en Suisse romande. Et sinon, sur W9 dans La Petite Histoire de France toutes les semaines. Eh bien, merci beaucoup, là-dessus. Ophélia. Merci beaucoup à tous les quatre. J'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, derrière vos postes, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h, 21h sur Move. C'est tout musique après moi. Salut.